Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu Archives des étoiles. Une nouvelle nuit plus près des étoiles en compagnie de Fanchon, Pradalier, Roy. Bonsoir Fanchon. Bonsoir Jean-Claude. Vous avez fait un bon voyage. Oui, bien. Savoir que vous venez de Montpellier spécialement pour cette émission. Oui, en ce moment j'étais pas sur Paris, voilà, donc je suis venue spécialement de Montpellier. Pourquoi Montpellier ? Parce que j'aime le sud, puis que je suis originaire de pas loin. Se s'entend pas. Ah, j'ai jamais perdu mon accent. Ouais. Ouais, pourtant j'ai habité dans plusieurs endroits, mais j'ai jamais perdu l'accent du Midi. Combien de vies Fanchon ? Plusieurs, hein. Plusieurs, oui. J'ai l'impression de commencer la 3e, là, en ce moment. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire, à vous intéresser à l'astrologie ? D'abord vous présenter. Oui. Oui. Donc, comment me présenter ? Je vais répondre à vos questions surtout, non ? Mais comment j'ai été amenée à l'astrologie ? Et savez-vous, ça c'est une drôle d'histoire, hein ? Parce que j'ai rencontré Germaine Hollet en 76. Voilà, et qu'elle a répondu à des questions cruciales que je me posais à l'époque. Et donc, ça m'a tellement intéressée, je me suis dit, elle est tellement juste, cette femme-là, avec ce qu'elle travaille, que si l'astrologie c'est ça, alors ça m'intéresse. Avant de lire vos livres, je ne savais pas qui était Germaine Hollet. Et il y a eu une drôle de synchronicité. C'est un mot que nous utiliserons peut-être régulièrement. Oui, j'aime bien ce J'ai mot-là. pensé à la comète. Ah oui, la comète de Halley. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, vous avez raison. C'est intéressant d'avoir pensé à ça. Il y a quelque chose comme ça chez Germaine. Elle a amené des choses très nouvelles au niveau de l'astrologie. C'était une femme exceptionnelle. Puis tout à l'heure, je vous regardais en train de vous installer avec un ordinateur. On va expliquer aux auditeurs ce qui va se passer dans environ 90 minutes. Oui. Il y a un livre qui est écrit par Astrid Fallon. Astrid Fallon. Oui. Là aussi, j'ai pensé astre. Ah oui. Ah mais là, Astrid, c'est des éphémérides, hein, vous savez, c'est intéressant. C'est là où on peut, nous on sait lire ça, les astrologues, mais c'est vraiment des positionnements quoi, de planètes. Oui, elle s'appelle Astrid, c'est beau, hein. Alors Fanchon, je vais vous dire, en lisant, honnêtement, je les ai pas lus tous les trois. Ben oui, j'imagine. Il y en a un qui m'a beaucoup plu. Ah, lequel ? L'univers de l'homme. Ah. Astrologie, Fanchon, Pradalier, Roy, avec une très belle couverture, très symbolique. Oui. On va en reparler aussi. Et vous êtes directrice de collection aux éditions du Rocher. Oui, de la collection Astrologie, oui. Et après, je vous dirai ce que j'ai pensé après la lecture de vos livres. Oui. Comment quoi ? Comment être arrivé aux éditions du Rocher ? Ah, ça c'est une histoire. Parlez-nous de vos 3 vies. Oui. Et de celles qui... Quelle est la première, la deuxième, la troisième ? Oui, dans l'ordre. Oui. Mais vous savez, je crois que c'est un petit peu comme pour tout le monde, si on réfléchit bien, on a un petit peu 3 vies, un peu comme les 3 cycles de Saturne. Les 3 croix. Les 3 croix aussi, je vois beaucoup les choses en trilogie, ou en trinité, ou en triplicité. Hein. Et donc la première vie, c'est un petit peu comme tout le monde, autour de jusqu'à 28-29 ans. C'était une vie très intéressante quand même, et aussi déjà très aventureuse. Alors que j'étais en train de faire des études de maths, je suis partie en Afrique. Et puis à Madagascar, et là j'ai fait des choses très très intéressantes. J'ai fait de la télévision éducative et des choses comme ça. Voilà. Et puis ensuite, je suis arrivée sur Paris, j'ai rencontré Germaine Hollet en même temps. J'ai travaillé à l'INA, l'Institut national audiovisuel, un endroit assez exceptionnel à l'époque. Et j'ai fait des études à nouveau à l'université de Vincennes. Vous voyez, ça faisait beaucoup en même temps. Et vous avez connu les premières radios libres, je suppose ? Bien sûr. Oui. Oui. Quand je travaillais à l'INA, on travaillait sur les nouveaux médias. J'étais au service de la recherche et on réfléchissait sur les nouveaux médias. Et on a été très très contents quand en 81 il y a eu la nouvelle loi qui a permis les radios libres. Et donc la FM, oui, c'est libéralisé si on peut dire. Oui. Vous avez suivi de près cette aventure Oui, tout à fait. Alors moi ensuite je suis partie, vous voyez, vous me disiez quelle vie. Après j'ai quitté Paris et je suis allée dans le sud parce que j'ai eu envie, à l'INA je faisais des études, mais j'ai eu envie de mettre en pratique.
Et donc, je suis partie dans le sud et j'ai travaillé sur les nouveaux médias. J'ai monté un service éducatif sur les réseaux câblés, sur le réseau câblé de Montpellier. C'était un service expérimental et du câble. Et ensuite, je l'ai mis en place dans d'autres villes en France. Je travaillais pour le CNDP à l'époque. C'était dur, mais intéressant. Voilà. Tous ces sigles nous parlent pas forcément. Non, vous voulez que j'explique? Ah, oui. Oui, l'INA, bon, ça va, l'Institut national de l'audiovisuel. Oui. Bon. Le CNDP, c'est un centre national de documentation pédagogique, ça dépend de l'éducation nationale. Et c'était très, très difficile de faire des expérimentations dans un cadre officiel comme ça, vous voyez, dans un cadre très, j'allais dire, institutionnel. Oui, BCBG, on va dire. Oui, pas BCBG, mais si vous voulez, c'est difficile d'innover. Et pourtant, j'ai fait tout un rapport sur l'utilisation des médias dans l'éducation pour le ministre à l'époque. Donc, je travaillais sur ces domaines-là. Autant qu'il me souvienne, il y a quelques années, il y avait des cours qui étaient dispensés via la télévision, qui nous apprenaient. Oui. Qui nous apprenait des choses. Oui. Et ensuite, j'ai travaillé aussi pour le centre d'enseignement à distance. On appelait ça le centre de téléenseignement. Bon, il y avait un petit peu des émissions de télé. Mais c'est très, très difficile, vous savez, travailler dans ce milieu très officiel, orthodoxe, où, il faut pas trop bouger l'ordre établi et les formes établies. Alors, c'est pour ça que peu à peu, je me suis dit, je vais créer moi-même un service. Et j'ai quitté l'éducation nationale. Voilà, si vous me demandez un peu mes différentes vies. Alors, il y a une nouvelle vie qui a commencé quand je me suis mise à subitement faire que de l'astrologie. Et c'est assez curieux parce que finalement, ça s'est passé au moment du décès de Germaine Hollet, comme s'il fallait être présente à ça à partir du moment où elle est partie. Donc, en 1995, elle est décédée. Vous êtes la fille spirituelle de Germaine Hollet? On peut dire, oui. Une très belle photo sur Internet où on vous voit... de nous deux. Vous la prenez par le cou. Oui, c'est ma mère, quelque part spirituelle, ou ma grand-mère spirituelle, parce qu'elle avait quand même l'âge de ma grand-mère, voyez. Vous savez qu'elle n'est pas très connue, Germaine Hollet? Non, parce que c'est une femme qui est restée très discrète. Et puis je pense qu'au XXe siècle, l'astrologie, j'allais dire, de qualité n'a pas été très connue au XXe siècle. J'espère que le XXIe siècle va permettre de connaître l'astrologie de qualité. Et donc, elle a travaillé très discrètement, mais pour des gens aussi qui étaient intéressés à cette astrologie-là. Et elle n'est pas très connue, mais elle est importante. À part de quelques initiés. Ben oui. Oui. Ben oui. L'astrologie, vous savez, elle sort d'un trou noir un petit peu, parce que la bonne astrologie est restée initiatique. Vous comprenez? Donc elle est restée assez cachée, pas complètement diffusée. Et d'ailleurs, vous savez, l'enseignement de l'astrologie est interdit. Enfin, interdit, n'est pas officiel. Pourtant, il n'est pas interdit, mais j'allais dire, il est hors de tous les enseignements officiels. Il est gênant. Même à l'université de Vincennes, qui est une université alternative et nouvelle, il n'était pas question de faire de l'astrologie. L'astrologie est gênante. Et si oui, pour qui? Oui, je pense pas qu'elle. Je pense, si vous voulez, que non, je pense. Elle est difficile à comprendre. Il faut du temps pour la comprendre. C'est pour ça qu'il faut plusieurs vies. Germaine Hollet elle-même, elle s'est mise à travailler l'astrologie à 50 ans. Donc, si vous voulez, il faut, je crois, une certaine maturité pour travailler. On apprend, mais il faut une certaine maturité, une certaine évolution intérieure pour. Vous savez, c'est comme la connaissance initiatique. Il faut se hausser à son niveau. On va beaucoup parler de l'astrologie cette nuit, franchement. Oui. 1666, vous vous rappelez cette date? Alors, ça devait être l'époque où l'astrologie était interdite, non? Par monsieur nommé Colbert. Oui, je crois que j'en parle un peu dans mon livre. Oui. Mais, ouais. Alors, mais si vous voulez, de toute façon, c'est pas qu'en France, mais à un moment donné, au moment où les sciences sont devenues, les sciences objectives se sont développées, si vous voulez, tout ce qui était leurs racines ésotériques sont rentrées dans l'ombre. C'est curieux. Alors que quelqu'un comme Kepler était à la fois un astronome et un astrologue, et à ce moment-là, au moment où justement il y a une espèce d'émergence extraordinaire de la science,
qui a fait un bond magnifique, d'une certaine manière. Eh bien, on dirait que, parce que des gens comme Newton ou Kepler, ils avaient des fondements ésotériques. On le sait, quoi. Newton était comment dirais-je, un initié également. Il travaillait l'alchimie. Et en fait, ce qui s'est passé, très curieusement, c'est qu'on dirait que tous les scientifiques ont essayé de ignorer ou d'éradiquer les racines ésotériques de la science. Et je crois que le XXIe siècle va faire que, si vous voulez, les connaissances intérieures ésotériques vont retrouver les connaissances scientifiques exotériques. C'est effectivement, en lisant votre livre, L'univers de l'homme, 1666, j'ai dit, mais attends, il y a les 3-6. Oui, c'est curieux aussi, est-ce que c'est pas... Mais je pense que c'est bien que ça ait fait ça. Je pense que pour que la science exotérique se développe, il a peut-être fallu que quelque chose revienne dans l'ombre. C'était peut-être la loi d'équilibre. Et maintenant, je crois que les connaissances ésotériques sont en train de rejoindre les connaissances exotériques. Il a fallu aussi qu'il a flambé l'émergence de la psychologie à la fin du 19e et puis au 20e. Qui, quelque part, la psychologie a les mêmes racines que l'astrologie et que les sciences ésotériques. Je vais vous dire, avant de lire vos bouquins, est-ce que je dois dire ouvrage plutôt? Ce que vous voulez, bouquin c'est joli quand même. Avant de lire vos bouquins, j'avais une idée un peu comme tout le monde, l'astrologie. Et je me disais que, vous savez, le matin, on écoute sur les chaînes de radio, on peut lire dans les journaux, dans les quotidiens, les gratuits. Les horoscopes. Et là, je dois vous dire que j'ai toujours une sainte horreur, si je puis dire, des horoscopes qui nous plantent moi aussi. une journée. Oui. Ben, si vous voulez, c'est vraiment complètement... Moi, je dis que les horoscopes sont à l'astrologie ce que la prostitution est à l'amour. Donc, vous voyez, c'est en même temps, bon, qu'est-ce que vous voulez ça? En même temps, c'est pas tellement dangereux, c'est un peu ludique, mais ça a beaucoup nuit à l'astrologie. En même temps, ça fait qu'on parle d'astrologie. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas dangereux, quoique. Oui. Imaginez les personnes dans le métro le matin, qui vont à leur boulot et qui se lisent, tiens, je suis de quel signe? Oui, poisson, taureau. Ma journée, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Écoutez, si chacun trouve ça de la correspondance, s'il marche là-dedans, tant pis. Je crois pas que les gens sont si bêtes que ça. Je crois beaucoup à l'intelligence des gens. Je me rappelle à l'INA, vous savez, on se posait toujours des questions au service de la recherche, on se demandait qui étaient les publics. Moi, je crois que les tout publics, ça n'existe pas. Je crois qu'il y a des individus et qui sont tous en recherche et puis ils ne se laissent pas aussi prendre qu'on imagine par les horoscopes ou autres. Maintenant, ils lisent ça parce que c'est, quelque part, si vous voulez, ça les... je crois que chaque humain, intuitivement, dans son inconscient, sait que l'astrologie est une science qui permet de se relier à l'univers. Et donc, il y a une recherche et je trouve qu'on a une responsabilité. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Pour le moment, il n'y a pas moyen de faire entendre une autre vision, sauf dans des radios comme la vôtre. Merci pour la radio. Ou dans certains médias quand même. Vous avez vu avec mon collègue là, Paul Bernard, on a sorti, on essaye de montrer qu'on peut faire des horoscopes annuels différents. Là, on a fait votre année 2004 par l'astrologie et le hiking. J'ai une observation sur ce livre. Il y a, on peut dire qu'il y a deux parties. Il y a une première partie où vous expliquez, et je pense qu'il va être intéressant de pouvoir expliquer ce qu'est réellement l'astrologie selon vous, Fanchon. Et puis la deuxième partie où on est tenté de se précipiter tout de suite pour regarder ce qu'il risque de se passer dans l'année 2004. Mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons, je le pense, notre libre arbitre. Ah oui. Mais je l'explique bien d'ailleurs, vous avez vu, je parle de météo. C'est-à-dire que bon, c'est comme la météorologie, l'astrologie, c'est la météo de l'âme. Oui, mais elle se plante la météo de temps en temps. Ah ben oui, mais la météo astrologique aussi, c'est-à-dire c'est la météo intérieure de chacun de nous, si vous voulez. Et en fait, on ne dit pas ce qu'on va faire, c'est pas parce qu'il fait beau qu'on va être heureux, ou parce qu'il pleut qu'on va être malheureux, ou parce vous comprenez, donc chacun est libre. Quand on parle d'un climat intérieur, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là. Ça donne un cadre, mais ça ne donne pas, c'est pas de l'événement.
Vous comprenez? Vous dites ce qui risque de se passer. C'est pas du tout ça qu'on dit. On dit pas ce qui risque de se passer. On dit quel est le climat. Bon, voilà. Et avec le climat, ça ne préjuge pas ce que les gens en feront. On est complètement libre, chacun de nous, mais tellement libre que je crois que ça fait peur à tout le monde. Oui, justement. On est tellement libre, mais en même temps, il y a tellement de personnes de par le monde qui consultent. Oui. Moi, je pense pas que c'est dangereux, mais... mais... Pensez-vous oui. Que à la suite d'une consultation, ce qui va être annoncé par l'astrologue, ne parlons pas de voyance, c'est quelque chose de tout à fait différent, va influer sur le devenir de quelqu'un? Alors d'abord, ça dépend quel est le type de consultation et quel est le type d'astrologue. Si vous voulez, moi je pense qu'un astrologue qui parle d'événements, il projette. Par conséquent, il prend pouvoir sur son consultant. Prise de pouvoir, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il lui fait un petit peu, si vous voulez, il fait de l'allopathie, j'allais dire. L'astrologie, c'est un peu c'est une médecine douce, c'est une médecine de l'âme. Et si on fait de l'événementiel, alors on en fait de l'allopathie, alors là c'est embêtant. Parce que si c'est de l'allopathie, si on se met à faire des conseils, alors c'est quoi, je veux dire, vous voyez? Donc je pense pas. Qu'est-ce que ça veut dire influer d'ailleurs? Ça veut dire envoyer un flux. Chacun de nous, on influe. Je vois que vous aimez les mots. Mais il faut jouer avec les mots. Ouais. Et donc, ça donne du bonheur, les mots. Oui, parce que si vous voulez, c'est les mots, vous savez, Lacan, il disait l'inconscient est structuré comme un langage, c'est notre structure, les mots. Il parle très profondément à chacun de nous. Et puis il faut jouer avec. Mais pour dire influencer, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça dépend le type de consultation. Moi, par exemple, c'est pas ce que je fais le plus. Moi, je forme surtout des gens. Je fais plutôt des séminaires et des formations. Mais je veux dire, en consultation, je ne donne jamais de l'événementiel. Je réponds aux questions. J'aide la personne à s'orienter. L'astrologie, c'est une manière de s'orienter, si vous voulez, sur son territoire intérieur. Plus conseil que... Ah oui, c'est du conseil, mais si vous voulez, c'est aider les personnes à se rendre compte qu'elles ne se trompent pas, à retrouver leur sens, à s'orienter, à savoir où elles en sont. Si vous voulez, c'est comme faire le point au niveau quand on est perdu en mer et qu'on fait le point. Parce qu'un bilan de... Oui, mais là, on fait le point. Où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire, en quelle rencontre? J'allais faire un jeu de mots avec l'ici et maintenant. Ici et maintenant, j'arrive là, et c'est le fruit de quel cheminement, et ça va vers où? Vous voyez? Donc, les personnes s'arrêtent un moment et disent, voilà, vous comprenez? Ici et maintenant, c'est la croisée d'une verticale et d'une horizontale. Je me dis, c'est amusant d'aller dans une radio qui s'appelle Ici et maintenant. Je trouve que le terme est magnifique. Est-ce que c'était inscrit dans votre thème? Ah, ben ça, je sais pas. Je n'ai pas cherché. Vous savez, je ne cherche pas ça. On peut aller jusqu'à des précisions comme ça. Mais, vous voyez, vous venez de dire, vous n'allez pas jusque-là. Mais prenons un exemple. Je fais l'inverse, vous voyez. Dites. C'est-à-dire que je me dis pas qu'est-ce qui va m'arriver en regardant mon thème. Mais... Ça va? Mais je fais l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, vous m'appelez, vous me proposez de cette nuit avec vous, enfin, en tout bien, tout honneur. Il faut savoir que vous êtes de l'autre côté de la vitre. Vous ne risquez rien. Mais je me suis dit, c'est quand même pas banal d'aller passer une nuit dans une radio. Bon, enfin bref, je reviens. Et si vous voulez, vous me proposez ça, je regarde ce qui se passe à ce moment-là, mais je fais l'inverse. En sérieux, vous l'avez regardé? Oui, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon thème pour que voilà. Je pense que c'est voilà, il y a oui, c'est un moment de parole et de diffusion peut-être. Vous faites ça chaque fois que... Mais regardez après coup, ça m'apprend des choses sur l'astrologie, mais pas sur moi. C'est pas une maîtrise que j'aurai du temps que je vis, c'est une compréhension. Toujours vous dis, c'est une mise au point, au sens de faire le point comme au niveau de s'orienter, vous voyez, comme avec une boussole. Quelles sont les racines de l'astrologie? Où puissent-elles... Écoutez, l'astrologie, elle fait partie elle fait partie des grandes... Parce que vous avez parlé de science tout à l'heure. Oui, si vous voulez, en fait, on est embêté parce que moi, je partage les sciences entre les sciences ésotériques et les sciences exotériques. Et l'astrologie, elle fait partie comment dirais-je, elle est dans le fondement de toutes nos connaissances actuelles. Et si vous voulez, elle est la connaissance ésotérique qui a donné comme connaissance exotérique l'astronomie.
tout comme, si vous voulez, l'alchimie a donné la chimie. Et puis la symbolique a donné la mathématique, d'une certaine manière, vous voyez. Et comment on appelle ça, la science des énergies a donné la physique au niveau exotérique. Et donc l'astrologie, c'est la science des sciences. Vous savez, c'est la mère des sciences même, je dirais, astrologie. Alors vous voyez, c'est tellement grand, il faut se hisser à son niveau, hein. Et puis une vie humaine n'y suffit pas. Oui, vous dites, vous écrivez, il faut du temps pour faire un homme, puisque contrairement aux animaux, le petit homme n'arrive pas fini, et son achèvement, il est plus juste de dire sa création, va demander du temps et de la participation des parents, de la société, de la vie aussi sans doute. Mm-hmm. Il y a une étude qui est assez brève, elle fait 3 pages. Vous parlez de la création et de Dieu. Là, vous m'avez fait me poser quelques questions cette nuit en lisant votre livre. Sur Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Sixième jour, oui. Mais les signes peuvent nous parler de ça, hein. Il y a 12 signes astrologiques et le sixième jour. Il y a 12 apôtres, il y a 2 fois 12 heures, il y a 12 mois. Oui. Il y a une correspondance. Mais si vous voulez, l'astrologie, elle est une mathématique céleste, disait Germaine Olé, c'est pas mal, hein. Et si vous voulez, elle nous permet justement, vous parliez de synchronicité, de mettre en correspondance nos énergies avec celles de l'univers, et de comprendre comment nous fonctionnons au niveau intérieur en regardant le fonctionnement extérieur de l'univers. C'est une correspondance, une synchronicité entre l'intérieur et l'extérieur. Alors vous abordez ce livre, L'univers de l'homme, en citant la Genèse. Au commencement était Dieu, mais avant Dieu, qui y avait-il? Ah eh bien, c'est ça, l'absolu. Ne fuyez pas ma question. Non, je ne la fuis pas parce que c'est très sérieux ma réponse. Je me réfère aux sciences ésotériques du genre Alice Bailey ou autres, mais qui sont... Vous parlez de Madame Blavatsky aussi. Oui, absolument. Hein, c'est là, je pense que là, c'est la grande... Vraiment, et pour eux, l'astrologie était au cœur de ces connaissances. Mais justement, avant, il y avait l'absolu. Mais l'absolu, on ne peut pas en parler. Tandis que, si vous voulez, ce que nous nommons Dieu, je pense, en Occident, c'est la source, c'est une unité qui nous est le plus perceptible. On peut se poser la question, qui a créé Dieu? Ah, il y a d'autres dieux derrière. C'est-à-dire, c'est un jeu de... Au commencement était Dieu, mais le commencement, il part quand? À quelle période débute-t-il? Après, il y a des explications sur la création, le ciel, la terre, l'univers, les galaxies, le Big Bang, etc. Mais je pense, si vous voulez, qu'il faut voir, cette idée d'unité qui se déploie en multiplicité et je veux dire, toute vie, si vous voulez, part d'un centre, d'une unité, d'un centre et se déploie en des myriades de vies. Et donc, en fait, et tout ça, de centre en centre, on arrive. Il y a toujours un Dieu au-dessus, si vous voulez. Si on prend l'image de la triplicité, on est toujours situé au milieu. Il y a toujours plus bas que nous et plus haut que nous. Plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça me fait penser à Ernest Trimégiste. J'en bafouille. Hermès Trimégiste. Hermès, oui. Oui. En haut, en bas, ce qui est en haut est en bas. Mais oui, la table d'émeraude. Oui, la table d'émeraude. Mais si vous voulez, l'astrologie est une des comment dirais-je, pourquoi je l'ai appelé Ernest? Je suis en train de rire de ma bêtise. Pourquoi je l'appelais Ernest? C'est Hermès. Hermès, oui. Hermès, mais si vous voulez, c'était bon, c'est Hermès Trismégiste, ça veut dire 3 fois sage, c'était un dieu, et puis il est représenté par Mercure en astrologie, ou surtout Uranus, je pense. Et si vous voulez, c'était donc apparemment, c'est le père des sciences hermétiques, et donc dans lesquelles l'astrologie est centrale. Hein? Je souris encore à Ernest, pardonnez-moi. Mais pourquoi pas l'appeler Ernest? Je vis trop l'instant présent. Alors, Dieu, au commencement était Dieu, et puis la lecture de ce livre, L'univers de l'homme, Fanchon Pradalier-Roy, édition du Rocher, m'a fait poser cette question. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu étant parfait, n'ayant aucun défaut, comment se fait-il qu'il ait raté l'homme? Non, mais il ne l'a pas raté. Non, mais vous savez, depuis que j'ai écrit L'univers de l'homme, j'ai pas mal avancé dans mes recherches et donc je continue. Là, je vais sortir un livre sur l'amour
Hein, et en septembre, donc dans pas longtemps. Et là, je vois un peu mieux, si vous voulez, comment l'homme se situe dans l'évolution de la vie. Et là, ça me paraît très intéressant de voir ça comme ça. Et l'homme était à l'image de Dieu. Oui. Il avait à ce point cette innocence. Mais vous croyez que Dieu est innocent ? Non. Bon, donc moi je pense que si vous voulez, il faut pas se laisser, il faut pas, on peut pas se mettre dans l'analyse de ça. Si vous voulez, si on se met à analyser, il faut faire. Pour une fois que je me pose deux questions. Non, mais c'est des questions. Mais bon, quelle est votre question finalement ? Ma question, c'est de lire partout dans tous les textes que j'ai pu lire que Dieu avait créé l'homme à son image. Donc Dieu est parfait, Dieu n'a pas de défaut. Et quand on voit le résultat, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu s'est trompé ? Alors, Dieu est parfait de notre point de vue, parce qu'il est plus parfait que nous, d'une certaine manière. Mais si vous voulez, il y a une hiérarchie dans le parfait et l'imparfait. Et puis, de toute façon, on n'est pas parfait. C'est pour ça aussi qu'on évolue, parce que si on était parfait, on n'évoluerait pas. Je veux dire, la vie, si vous voulez, elle est située dans une dynamique. Il y a des vies moins évoluées, des vies plus évoluées. C'est comme ça un petit peu que je vois maintenant. Et donc, si vous voulez, moi je vois la vie comme vraiment cette idée dans une hiérarchie d'évolution. Il y a plus évolué et moins évolué. Et bien Dieu, la vie, ce que nous projetons sur Dieu, que nous appelons Dieu, c'est ce qui est plus évolué que nous, qui est dans une unité supérieure, d'un ordre supérieur. Vous voyez ? Voilà. Et donc, pour qu'il y ait liberté, il faut bien si on était parfait, plus rien ne bougerait. Hein. Liberté, c'est un mot qui revient souvent. Oui, j'aime ça. Dans vos livres. Oui. Je crois que quand on fait de l'astrologie et quand on sait maintenant qu'on rentre dans cette ère du Verseau, il y a vraiment les trois mots de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, sont des mots Verseau. Hein. C'est complètement Verseau, ça, comme expression. C'est une expression de la nouvelle humanité qui est en marche. Une humanité plus fraternelle, plus évolutive et qui cherche, et libre. Ce qui est fondamental chez l'homme, c'est la liberté. Hein. Alors, il n'est pas parfait, mais c'est son choix de ne pas être parfait. Qu'est-ce qui lui a demandé le plus de travail à Dieu ? La création des océans, des mers, de la lumière ? Ou la création de l'être humain, de l'homme ? Je ne sais pas, moi je crois que c'est l'homme qui a du boulot maintenant. C'est nous qui avons du travail, je crois que... Mais ça ne doit pas être commode d'être Dieu, hein, de nous voir ramer comme on rame, parce que vraiment, on est dans une sorte de... Comme on ne veut pas voir, hein, comme on ne veut pas bouger, comme on ne fait pas toujours le choix de la vie. Et c'est à nous de faire le choix de la vie. On ne peut pas demander... Vous voyez ? Je vois. J'aime bien ce verbe que vous employez régulièrement. Voyez ? Comme si nous étions à la télévision. Oui. Non, parce qu'à la télévision, on ne voit pas, justement. on veut trop montrer et on ne voit pas. Mais tandis que là, en parlant, c'est plus intéressant, justement, je pense. Moi, j'aime bien aussi la radio parce que je trouve que, si vous voulez, la parole, elle est certainement plus libre. Elle ne se laisse pas prendre par l'image. Hein ? Tandis qu'à la télévision, du moment qu'il y a des paillettes, voilà... C'est pour ça, Dieu, on ne peut pas se le représenter comme un parfait ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est... Et puis, je trouve que c'est un mot qui est trop galvaudé. Hein. J'aimerais mieux parler, je ne sais pas, de racines de vie ou d'essence, ou d'être, ou de soi. Alors de soi, comme Jung. Oui, vous expliquez. Premier jour, l'intention puis la lumière. Deuxième jour, séparation des eaux et création du ciel. Troisième jour, l'environnement terre-eau. Quatrième jour, les luminaires. Important, le quatrième jour, pour l'astrologie, les luminaires. Le quatrième jour, ça correspond au quatrième signe, qui est le signe du Cancer, hein, qui est sous la maîtrise de la Lune. C'est intéressant de voir ça. Puis, ce que j'ai trouvé là, ce que j'ai essayé de montrer, si vous voulez, c'est que l'astrologie est présente de tout le temps, hein, y compris dans la Genèse et dans la Bible, mais que à un moment donné, elle a été disqualifiée par l'Église officielle orthodoxe, si vous voulez.
Et en fait, orthodoxe, il faut faire attention, vu qu'il y a une église orthodoxe, donc c'est pas un terme juste, mais par l'église dogmatique et officielle. Mais je veux dire, l'astrologie est au cœur, du savoir ésotérique, hein, et donc des religions. L'astrologie, elle a rapport avec ça. Donc elle y est déjà dans la Genèse. On parle des luminaires, c'est-à-dire du soleil et de la lune. Les luminaires, c'est les deux. Vous savez qu'on parle des planètes en astrologie, et les luminaires, le soleil et la lune ont une place très, très importante. Alors, 6e jour, ça m'a fait rire, ce passage. Qu'est-ce qui vous fait rire? Les espèces terrestres et l'homme. Les espèces terrestres sont créées juste avant l'homme. Oui. Donc, il n'avait plus rien à faire. Eh bien, moi, je pense que ça nous dit bien, justement, qu'il y a une évolution des règnes, il y a un passage d'un règne à un autre, hein, et que donc, ce qui est intéressant, c'est de situer le règne humain, après le règne, après le minéral, le végétal, l'animal, et le règne humain, c'est le 4e, et puis il intègre un 5e règne, qui se passe, je veux dire, quand on fait justement ce choix de vie et d'évolution, hein. Et donc, ce qui est intéressant, et apparemment, c'est passé dans le 6e jour, juste avant que Dieu s'arrête et qu'il laisse aller la création. Hein? C'est-à-dire, à ce moment-là, il s'est reposé, il s'est arrêté après le 6e jour. Et il a, pour nous laisser libres d'avancer. Alors, le premier homme, la première femme, s'appelait Adam et Ève. Dieu les a créés à son image. Donc, je continue dans mon raisonnement, dans ma logique. Parfait. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? C'était écrit dans leur... Je sais pas, je sais pas, parce que j'ai pas trop envie de parler d'Adam et Ève, je m'excuse. Non mais c'est bon, vous n'êtes pas obligé, mais vous en parlez un tout petit peu dans votre livre. Oui, mais premier homme, première femme. Oui, parce que si vous voulez, c'est en 2000 que j'ai écrit l'univers de l'homme, et je cherchais à ce moment-là dans ces textes sacrés qu'est-ce qu'il pouvait y avoir je trouve que c'est intéressant de pourquoi à un moment l'homme et la femme, ce qui est intéressant dans cette création par Dieu, c'est que ça a créé une dualité de fait, hein, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait deux sexes a créé une dualité et a créé un peu une sorte de tension, justement, hein. Et donc la dualité vient de ça, vient de la sexualité, justement. Donc c'est là que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a, je veux dire, une séparation. Et ce qui est intéressant en astrologie, c'est que on peut dire que le féminin, c'est la verticale et le masculin, c'est l'horizontale. Alors, je veux dire que en astrologie, les sexes, ils seraient plutôt représentés par une croix. C'est amusant, hein? Et pas du tout par exemple, comme on peut l'imaginer... Vous savez, dès qu'on parle de couple, ou le couple astrologique, le masculin-féminin, c'est une croix. Ça, c'est intéressant, par exemple. Et donc... c'est une manière astrologique de lire la différence, la dualité homme-femme. Enfin, pas homme-femme, masculin-féminin. Mais vous pouvez comprendre l'étonnement qui a été le mien en lisant le livre, celui-là, l'univers de l'homme, de voir que vous ne parlez pas d'astrologie tout de suite. Il y a quand même un langage, mais totalement différent des bouquins que j'ai pu lire jusqu'à présent. Ah oui. Ah bon, oui. Oui, j'essaie de comprendre pourquoi. Alors, vous êtes devant moi et qu'on est en direct sur Ici et Maintenant. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce que si vous voulez, j'ai voulu montrer que l'astrologie s'appelle l'univers de l'homme, hein, et j'ai voulu montrer que l'astrologie, finalement, c'est la science qui exprime sans doute le mieux ce qu'est l'homme et son évolution. Et donc, j'ai essayé de montrer où on en était au niveau des connaissances actuellement, à la fois par rapport au texte sacré, puis à la fois, il y a toute une partie sur la psychologie, la philosophie, etc. Et j'essaye de montrer quelle est la vision de l'homme dans les différentes formes de connaissances. Et ensuite, je montre que le meilleur décodage, il est sans doute transversal, il est fait par l'astrologie. Voyez. Et donc, toute la première partie de ce livre, j'essaye de montrer que toute l'humanité, c'est une odyssée de la conscience qui se passe. Ça s'appelle d'ailleurs l'odyssée de la conscience au début. C'est-à-dire que je crois que le propre... Et d'ailleurs, maintenant, j'ai un petit peu évolué dans mon idée parce que je me rends compte que l'odyssée de la conscience, elle ne concerne pas que l'homme. C'est une odyssée universelle, c'est l'odyssée de la vie proprement dite.
La vie elle-même est recherche de conscience, vous voyez. Mais là, j'essayais de faire le lien avec toutes les autres connaissances où on en était un petit peu, sans trop. Je l'ai pas fait de façon exhaustive ni analytique, mais j'essayais de faire des liens avec à la fois les connaissances religieuses, puisque je dis que l'astrologie c'est aussi ça a rapport à la religion, mais avec la philosophie, la psychologie. Oui, vous parlez de Jésus, vous lui consacrez plusieurs passages. Ah oui, Jésus ou le Christ. Mais parce que c'est quand même une très très grande évolution dans l'humanité. C'est-à-dire, je pense que la conscience qui a été amenée là, c'est une conscience verso qui est arrivée déjà avec le Christ. Alors, fils de Dieu ou homme prophète? C'est-à-dire qu'il montre tout à fait ce qui est intéressant dans le Christ, justement, c'est qu'il montre la position du Fils avec un grand F. C'est-à-dire que le Fils est l'intermédiaire. Il y a une triplicité, mère, père, fils. Souvenez-vous des paroles qui ne sont pas rapportées dans l'évangile de Saint Jean. Oui. Quand il est sur la croix, quand il dit à Jean, son disciple préféré, il lui dit, oui c'est beau d'ailleurs, il dit à Jean, phrase, oui. Fils voici ta mère et mère voici ton fils, il dit à sa mère, c'est-à-dire qu'au moment où lui quitte ce monde, il confie sa mère à Jean et Jean à sa mère. Mais si vous voulez, je parle pas là au niveau symbolique, ce qui est intéressant, c'est cette triplicité mère, c'est-à-dire mère comme Marie étant le symbole de la mère mais je parle bien du symbole, et la mère étant le symbole de la forme, de ce qui donne forme, et puis le père étant le symbole de la volonté, de l'essence, et le fils lui est au milieu, il fait le lien entre les deux, vous comprenez. Et ce qui est intéressant, ce que montre et qu'on travaille beaucoup en astrologie, c'est cette triplicité qu'on retrouve avec le soleil, la volonté, la lune, la forme, et Mercure, le fils. Et on retrouve votre fameux Ernest. Ernest, oui. On va l'appeler. Je m'en rappellerai de celui-là. Moi aussi. Moi aussi. Mais je trouve que je me dis que c'est très joli comme prénom, Ernest. Ne pas penser à un baron qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Bien, je ferme la parenthèse. Mais ces deux phrases de Jésus par rapport à Jean et à Marie, je les trouve très fortes. Oui, c'est beau, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, vous savez, moi, j'ai découvert le Christ et Jésus en voyant le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je trouve que c'est un film. Il y en a deux, d'ailleurs, je crois, extraordinaires. Je l'ai découvert en même temps que je découvrais l'astrologie. Si vous voulez, pour moi, dans la symbolique, ce que le Christ a amené, c'est cette vision d'une triplicité. Alors qu'on a retenu, comment on retient ça d'ailleurs au niveau chrétien? On dit, moi je dis la triplicité maintenant pour pas tomber dans aidez-moi là, comment on dit, la Trinité. Oui. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que l'astrologie traverse toutes les religions et que ça parle à toutes les formes de religion. Elle n'est pas uniquement reliée à une. Elle est reliée à tous les ésotérismes religieux. Alors vous m'amenez à vous reposer une question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Où l'astrologie retrouve ses racines? Vous parlez des différentes religions, des différentes civilisations. Oui. Est-ce qu'on a des traces sur la pierre, sur des parchemins? Écoutez, dès que... Qui aurait été le premier? 6000 ans avant Jésus-Christ? 3000 ans? On en a des traces de toute façon écrites. Bon, en même temps, dès que l'écriture est apparue, les fameuses écritures cunéiformes là justement de Mésopotamie, et dès que l'écriture est apparue l'astrologie. On a des signes astrologiques. Donc, on sait que l'astrologie, on est sûr mais elle existait avant. Elle est une vision. L'astrologie est une vision du lien entre la vie intérieure et la vie extérieure et l'univers, entre l'homme et l'univers. Et donc, elle existe dans toutes les civilisations. Regardez en Égypte. Et c'est bien avant 6000 ans. Donc, l'astrologie est présente dans toutes les civilisations du globe, que ce soit les civilisations animistes, ou que ce soit... elle est présente dans les fondements de toutes les religions, elle est présente dans toutes les... regardez en Chine. Donc, en fait, elle est dans le fondement même des connaissances humaines. Mais il n'y avait pas les connaissances en astronomie que nous avons maintenant.
Et il y avait des planètes qui n'avaient pas été découvertes. Oui. Mais enfin, quand même, vous imaginez, moi je trouve ça extraordinaire, jusqu'il y a 2 siècles, puisque Uranus, on l'a découvert à peu près au moment de la première planète après Saturne, donc la 8e planète, on l'a découverte à peu près au moment de la Révolution française. Donc, et donc, il n'y a que 200 ans, à peine plus, qu'on en connaît maintenant 10, et peut-être plus, mais on en connaissait déjà 7 depuis... c'est-à-dire celles qui étaient visibles et les plus importantes, jusqu'à Saturne. Donc les hommes, ils ont d'abord essayé de déployer leur connaissance intérieure. En fait, ils ont projeté leur intérieur sur l'univers. Et puis on a eu des êtres sans doute d'exception, comme le fameux Ernest, qui ont justement... Mais c'est bien d'avoir parlé de... Cette fameuse triplicité, on la retrouve déjà en Égypte avec Isis, Osiris et Horus. La triplicité, on la trouve partout. Et l'astrologie, elle la représente avec Soleil, Lune et Mercure. Ou ensuite, moi, je propose une organisation des planètes en triplicité, comme ça. On retrouve, pareil, les grandes planètes, Uranus, Neptune et Pluton, c'est une triplicité aussi. Il y en a que vous aimez un peu plus que d'autres planètes. Ah oui, vous croyez lesquelles alors? Platon, par exemple. Pluton. Platon. Pourquoi ai-je parlé de Platon? Ah, mais Platon, mais décidément. Oui, j'adore Platon. Mais on aurait dû l'appeler Platon, d'ailleurs. Oui. Oh, non. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne sais pas que je l'aime plus que d'autres, mais je pense que c'est une planète qu'on n'a pas assez... D'abord, c'est pas forcément une planète. Et puis, c'est pas une planète qu'on a forcément beaucoup travaillé. Or, c'est la particularité de Germaine Hollet et de Charles Vouga avec qui elle a travaillé, d'avoir particulièrement étudié Pluton. On l'a découvert en 1930. Et Vouga a travaillé aux États-Unis avec les astronomes à la fin des années 30 et 40, avec les astronomes du Mont Palomar qui avaient donc dessiné les premières orbites de Pluton. Et qui connaissaient donc, qui faisaient les éphémérides de Pluton. Par conséquent, je veux dire, j'ai travaillé avec les gens qui ont été à la source de ça, et moi j'essaye de voir côté symbolique un peu plus en avance ce que veut dire Pluton et comment. En fait, on ne peut pas travailler Pluton si on ne travaille pas Uranus et Neptune aussi en même temps. Donc c'est encore une triplicité, je m'excuse, mais je travaille toujours par 3. Je ne peux pas rester dans le 1. Le 1, si vous voulez, on n'a rien à en dire, sinon que tout va bien. Le 2... on va s'étriper et se battre. Vous faites, tandis que le 3... vous en avez fait votre règle. On fait l'harmonie. Oui. Vous qui êtes balance, là, non? Chut. Ne dites pas ça. Milliers d'oreilles qui écoutent. Ah oui. Voilà, oui, je suis balance. Je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas ce que veut dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas... Et puis... Personnellement, ça ne m'intéresse pas de savoir. Non. Mais je sais qu'il y a, si vous voulez... heureusement, beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître la position des planètes le jour de leur naissance. Vous voyez, elles ont besoin pour peut-être s'orienter mieux dans la vie. Mais oui, l'astrologie, c'est une orientation. Parce que quand on écoute, oui, mais les balances, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est vraiment n'importe quoi. Non, si vous voulez, puisqu'on parle de la balance, on peut en parler. Si vous voulez, la balance, c'est le signe magnifique de la loi et du contrat de vie. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que tout ce qui est désuni se réunit. Et donc, c'est la recherche d'équilibre et c'est magnifique, ça, comme... cette fonction de la balance, elle est magnifique. N'importe quel signe astrologique a bien un endroit dans son thème, une recherche de l'équilibre. Oui, mais je trouve que c'est un peu dur. Je vais être un peu provocateur avec vous, franchement. Oui, je trouve que c'est un peu dur de déterminer que tel ou tel signe. Vous savez, il y en a combien qui ne sont pas forcément du signe de la balance, qui font 3 pas en avant et 10 pas en arrière. Ah, mais ça, c'est leur choix. Qui a décidé que ce serait comme ça, personne n'a décidé, mais si vous voulez, c'est des lois qu'on essaye d'approcher, c'est des lois universelles qu'on essaye d'approcher, d'étudier, on essaye de les approcher, puis on les exprime, mais là, je peux pas, si je devais vous expliquer l'astrologie en 1 heure... Non, mais nous avons toute la nuit. Oui, je sais bien, mais bon. Et si vous voulez, il y a des êtres qui travaillent depuis des millénaires. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est que, justement, on parlait de signes, donc on ne va pas sans rentrer trivialement dans l'explication d'un signe. Si vous voulez, l'astrologie, c'est un langage qui a 3 grands repères. C'est d'une part le zodiaque, les 360 degrés, et d'autre part les planètes, qui sont l'âme de l'astrologie. Et le zodiaque, c'est l'esprit de l'astrologie. L'âme, les planètes, et puis ensuite ce qu'on appelle les maisons, qui sont en fait la forme, le corps de l'astrologie, vous voyez.
Et donc à partir de là, on a vraiment une structure assez extraordinaire pour comprendre l'univers et puis les vies qui sont en évolution, quoi. Entre science et conscience, qui sommes-nous? Ben, on est les deux, hein, parce que si on n'est que conscience, je pense qu'on est les deux. On est les deux, mais seulement quand on les oppose comme ça. Vous vous rappelez le fameux colloque de Cordoue sur la science et la conscience dans les années 70, là. Et c'était une recherche, justement, ça avait été assez extraordinaire, puisqu'il y avait des scientifiques qui rencontraient des hommes des hommes de religion ou des hommes d'intérieur et qui ont essayé de montrer comment, d'une part, la science physique et puis les sciences ésotériques étaient proches les uns des autres. Et qui sommes-nous entre science et conscience? Nous sommes les deux, et nous sommes même les trois, j'allais dire. Il y a quelque chose qui fait le lien entre les deux, c'est l'amour. L'amour. Oui. Un mot qui revient aussi régulièrement dans les trois livres. Hein. Attendez, j'ai Pour comprendre l'astrologie aux éditions du Rocher. Votre année 2004. Alors, si l'astrologie et le viking. L'univers de l'homme. Alors, si vous voulez, j'ai commencé par l'univers de l'homme, c'est-à-dire j'ai commencé un peu haut, quoi. J'ai essayé de mettre... En fait, dans l'univers de l'homme, j'ai essayé de mettre en place... Vous mettez la barre un peu haut, effectivement. Un peu, oui. Oui, mais c'est pas un reproche, hein, bien au contraire. Ah, c'est gentil. Non, mais je le pense sincèrement. Mais si vous voulez, j'ai essayé de structurer, de montrer que qu'est-ce que c'était, de trouver une structure à l'astrologie. Je crois que je l'ai trouvé avec les croix. Les trois croix et l'arbre de vie astrologique. Et puis ensuite, je me suis dit, il faut vulgariser. Donc j'ai écrit Pour comprendre l'astrologie, qui est un ouvrage de vulgarisation, enfin pour essayer de comprendre ce que c'est que l'astrologie, justement. Et là, j'ai été assez déçue qu'il n'y ait pas plus d'écho, parce que je trouvais que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment... Mais je vous l'ai dit et je vous le redis pour ceux qui viendraient de se connecter sur 95.2. Oui. Les livres que vous avez écrits, Fanchon, sortent complètement des livres habituels que l'on peut trouver concernant l'astrologie. Ils sont vraiment à part. Je ne sais pas si vous en avez conscience, ils sont vraiment à part de ce qui a été écrit. Mais, disons, j'ai un petit peu conscience de ce que je fais. Parce que comme je suis responsable de la collection astrologie, si vous voulez, ce que je fais, c'est que j'essaye d'écrire ce que les autres... ce que je n'arrive pas à trouver dans des manuscrits. Je me suis mise à écrire parce que je n'ai pas trouvé dans les manuscrits des autres. C'est que moi, je recherchais d'une certaine manière. Si d'autres l'avaient dit, je ne me serais pas embêtée à essayer de le trouver. Mais donc j'ai effectivement, je pense que j'ai une position un peu singulière. Ce que je cherche, si vous voulez, c'est la structure. Moi, j'ai une formation mathématique à la base. Hein. Je voulais être prof de maths. Et c'est vraiment, je cherche la structure. Et l'astrologie est certainement le langage structurel de l'univers et de la vie. Vous comprenez? Alors il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a là. Alors dans l'univers de l'homme, c'est ce que j'ai essayé d'écrire. Puis ensuite, pour comprendre l'astrologie, c'est un peu pour vulgariser. Et surtout pour aider les gens qui aiment l'astrologie à en parler aux autres. Parce que j'ai essayé de montrer que l'astrologie est vraiment dans notre substrat de connaissances humaines. Hein. Vous savez, quand je parle des jours de la semaine ou quand je parle justement des âges ou l'astrologie, elle est partout, on la côtoie tout le temps dans la vie. Elle est dans un substrat, oui. Et alors ensuite, comme ça, j'ai continué, j'ai répondu au défi de faire une sorte d'horoscope annuel pour montrer qu'on pouvait faire autre chose. Et j'ai travaillé avec un compère qui est Paul Bernard, qui lui a travaillé sur le Hiking. Et alors, curieusement, si vous voulez, dans l'astrologie a une position, le divinatoire vient du Hiking. Le Hiking plus ancien. Oui. Ah oui, c'est formidable. Je ne vais pas dire plus vieux, mais c'est l'art divinatoire le plus ancien. Oui. Et donc là, justement, et là, ça montre bien que l'astrologie elle n'est pas de même forme divinatoire que le Hiking. L'astrologie, elle va nous donner une météo intérieure, mais tandis que le Hiking, lui, il donne vraiment au niveau divinatoire, c'est-à-dire proche du... Qu'est-ce que veut dire cette énergie au niveau du divin, quoi, c'est-à-dire en quoi elle nous relie au divin. Et de les avoir unis tous les deux. Je trouve ça intéressant parce qu'en plus on l'a fait je veux dire, il y a une vraie étude mathématique. C'est un polytechnicien, Paul Bernard. Donc il y a une vraie recherche d'union de ces deux grandes, comment dirais-je, connaissances humaines. Hein,
Mine de rien, ce petit livre-là, il nous a donné énormément de travail pour trouver comment on allait travailler. Voyez ? Voilà. Et j'aime bien qu'on ait essayé de faire ça. Maintenant, c'est vrai que, je veux dire, les grands médias, ils font pas tellement écho à ça. C'est un petit peu, c'est pas que c'est trop sérieux, mais c'est pas assez déterministe. Voilà. Vous parliez de la vie que nous avons tous. Ça rend les gens libres. Oui. Hein. La liberté. Oui. Vous ne seriez pas sur cette radio si ce mot liberté n'avait été aussi souvent employé que vous l'avez fait dans... Ah oui, ça, ouais, oui. Ah oui, ça m'a beaucoup touché, ça aussi, oui, souvent. Oui. Vous écrivez, Fanchon, vivre et l'expérience, c'est choisir ou subir. Entre les deux, pensez-vous qu'il est indispensable de subir pour vivre une expérience ? Mais je pense pas. Si vous voulez, je pense que quand on l'a subi, en fait, on n'est pas sujet, donc on est obligé on se laisse prendre par l'expérience, quoi. Hein. Et je pense que, si vous voulez, le choix de la vie, le choix de l'humain, c'est de toujours vivre, choisir et pas subir son expérience. Que l'expérience est un moyen de libération en plus. Parce que la liberté, vous savez, c'est pas une facilité, hein, c'est un choix délibéré. Hein. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais ça demande, de l'effort. Vous avez cité dans toujours l'univers de l'homme que je qualifierais personnellement de livre le plus intéressant des trois que j'ai lus. Oui. Mais c'est mon goût après. Alors j'espère que vous aimerez le suivant parce qu'il est mieux encore. Oui, il doit sortir au mois de septembre. Oui. 16 septembre. Oui. Et j'ai quelques notes que j'ai prises sur Internet. Puisqu'on parle déjà du livre qui n'est pas encore sorti. Ah, on en parle. Oui. Ah, oui. Mais oui, vous ne le saviez pas ? Ben non, je n'ai pas vu. Non, ça doit être. Ouais. Vous parlez de 1789. Vous avez fait allusion à la Révolution française tout à l'heure. Oui. Et vous citez les deux premiers décrets, si j'ose dire, ou articles ou vérités. Oui. Les hommes naissent libres et égaux. Hein oui. Ouais. Et vous faites référence aussi à Coluche, en disant qu'il y en a qui seront... À Coluche, il nous manque. Hein. Non, vous croyez ? Ah oui, vraiment, parce que franchement, il faisait... Oui, il déblayait. Hein. Nous étions, en 1789, nous étions toujours dans l'ère du... Écoutez, je crois que si vous voulez, il y a des grands mots. Dans l'univers de l'homme là que vous citez, je fais un petit peu quasiment le parallèle. Je dis que c'est un grand saut, mais je dis que les grandes idées qui ont surgi à la fin, il y a eu la Révolution française, mais il y a eu aussi la Constitution américaine. Hein, il y a eu qui est antérieure même. Hein, mais donc toutes ces idées qui ont surgi à ce moment-là, qui ont balayé les royautés, hein, des formes donc qui étaient complètement devenues obsolètes, hein, les formes de gouvernance. Mais si vous voulez, toutes ces grandes idées, elles viennent directement, elles sont directement liées aux idées, à ce que le Christ a essayé de nous transmettre. Hein. C'est-à-dire cette idée de se libérer, de faire des choix et puis de se respecter et comment dirais-je, c'est les mêmes idées, hein, mais on a su trouver à ce moment-là cette merveilleuse idée de fraternité hein, que déjà le Christ a menée. Hein. Et puis, c'est cette idée de liberté, mais l'idée de liberté, il faudrait mieux dire libération. Et puis, vous voyez, l'égalité, je pense quelque chose qui serait plus juste aussi de terme, c'est pas forcément dire l'égalité, c'est difficile mais d'équité. Alors là, je reviens sur la balance. C'est-à-dire équité, c'est-à-dire équitable. Vous voyez, maintenant on commence à dire, par exemple, on parle de commerce équitable, c'est beau comme terme. Vous voyez que l'idée d'équité nous amène beaucoup plus facilement à un devoir, tandis que la liberté, les gens la revendiquent. C'est ridicule, on n'a pas à revendiquer une liberté, on a à la défendre. C'est un devoir, c'est pas un droit. Vous comprenez ? Je dis pas vous voyez. Hein. Intéressant ce que vous venez de dire, la liberté nous l'avons. Et nous ne devons pas la réclamer, mais la défendre. Oui, on ne doit pas la revendiquer. Parce que c'est abominable de devoir défendre. Non, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Et la plupart, on a un petit peu, si vous voulez, on a un petit peu mélangé les choses, je pense. Et on a oublié, si vous voulez, que la vie est...
comment dirais-je, ben oui, les choses se méritent. Enfin, il y a beaucoup plus de devoirs que de droits, malheureusement. Disons que les droits s'acquièrent, mais ils s'acquièrent par des devoirs de ceux qui sont responsables. Attendez, je reviens à 1789, oui. La Déclaration des droits de l'homme, oui. Elle aurait pu être complétée par la Déclaration des devoirs de l'homme. Mais oui, moi je pense qu'il faudrait le faire maintenant. Je pense, si vous voulez, que le nouveau paradigme de la pensée Verseau, qu'on peut dire, nous, astrologues, l'ère du Verseau, mais peut-être que ça gêne beaucoup qu'on parle d'ère du Verseau, alors laissons, si ça les gêne. Non, parlons, mais si vous voulez, je pense libres. que le nouveau paradigme, le nouveau paradigme qui est en train de surgir et qui est déjà complètement inclus dans les sciences physiques du XXe siècle, déjà, mais ce nouveau paradigme, il parlera de devoir. Moi, je pense que la vie, si vous voulez, c'est une pédagogie, L'enseignement. Oui, j'ai fait des sciences de l'éducation justement à Vincennes, à Paris 8. Après, maintenant c'est Saint-Denis, et vraiment c'est magnifique les sciences de l'éducation. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que, si vous voulez, tout est devoir, quoi. On peut pas avancer en laissant les autres à la traîne derrière. Je crois que c'est ça un peu. C'est ça qui m'intéresse. Alors, est-on vraiment sorti de l'ère des poissons? Sommes-nous entrés dans l'ère du Verseau? On est dans la période de transition. Il y a des désaccords. Oui. Mais si vous voulez, on est dans la période de transition et chaque fois, il y a des très grands bouleversements. Puisqu'on est rentré dans l'ère du poisson à peu près au moment où le christianisme a débuté. Et maintenant, on est en train de rentrer on est dans la période d'accouchement, donc de convulsion, si vous voulez, pour rentrer dans l'ère du Verseau. Alors, y sommes-nous rentrés? Avons-nous quitté cette ère des poissons? Moi, je ne pense pas, parce qu'on y sera rentré quand il y aura un peu plus d'équité dans le monde et de fraternité. Pour le moment, on est mal barré, hein? Oui, oui, mais enfin bon, espérons que ça avance. Mais je pense que, si vous voulez, ça a été annoncé justement au moment vers 1700, à la fin du XVIIIe, avec ces révolutions et ces grands changements, à l'avènement des démocraties, des droits de l'homme, etc. Et que maintenant, il faut vraiment... je crois qu'on a eu des régressions énormes au XXe siècle, mine de rien. Je crois qu'on a régressé pas mal au niveau... Je ne sais pas si c'est l'économie qui nous a embarqués, mais on a un petit peu oublié les droits et les devoirs de l'homme. C'était prévisible? Je ne sais pas. Je pense que c'est long, vous savez. Je crois que... je crois que les choses avancent lentement au niveau collectif. Mais l'ère du Verseau, on devrait y arriver. Moi, je pense, si vous voulez, que vers 2020, enfin, pour parler très précisément encore comme astrologue, non, mais que vers autour de 2000, quand Pluton va rentrer dans le Verseau, dans le signe où il était au moment de la Révolution française, on arrivera à des choses assez déterminantes déjà pour mettre en place des nouvelles valeurs. Mais seulement pour y arriver, il faut forcément des bouleversements encore. Combien de temps dure chaque période, chaque ère? 2300 ans. Ouf. Alors, vous voyez, donc les passages sont longs. Quelle a été la première, si elle a été nommée? Mais si vous voulez, vous savez, quand c'était l'ère du taureau qui a duré 2300 ans, c'était toutes ces questions. C'était l'ère du taureau, c'était toutes ces images de Babylone et des taureaux. Puis ensuite, il y a eu l'ère du bélier. Vous vous rappelez tous les alignements des béliers, par exemple, à Karnak. Bon, l'ère du bélier, ça a été l'avènement des monothéismes. Et puis particulièrement de la religion, enfin avec Moïse, etc. C'est pendant l'ère du bélier. Et ensuite, il y a eu l'ère du poisson qui est arrivée. Vous voyez, les ères, elles avancent dans le sens rétrograde. Donc, le poisson, quelle est sa caractéristique? Le poisson, si vous voulez, un début de l'ère du poisson, c'est d'amener les humains à une individualité, à une conscience individuelle, à l'idée de leur individualité. C'est un signe mutable, mais en même temps, ça se fait dans une grande dualité. Ils sont deux. C'est un signe duel. Mais oui, vous voyez les poissons. Et donc, il y a le bas, il y a le haut. Et donc, c'est pour ça que cette ère du poisson est une ère à la fois où on essaye de faire le lien entre l'esprit et la matière. Et vous voyez, le XXe siècle nous est amené au bord de ça. Vous disiez tout à l'heure, science et conscience. Et donc, le lien entre l'esprit et la matière, le poisson travaillait à ça, et essayait d'amener les humains à une individualité de conscience, à une conscience de ce qu'ils sont. Franchement, je pense à une question là qui me vient à l'esprit. Oui. Les poissons sont toujours dessinés de la même façon, mais si on les inversait, est-ce qu'il y aurait contrariété?
C'est-à-dire si on les mettait dans l'autre sens, vous voyez, si on les basculait. Parce qu'il y a un sens, apparemment, dans le dessin du signe. Je ne sais pas, parce que ça dépend comment on les fait. C'est-à-dire, c'est les deux coupes opposées. C'est deux coupes opposées. Oui. C'est comme si vous voulez... Je pensais au yin et au yang, par exemple. Oui, un peu. Mais c'est ça. Dans le poisson, si vous voulez, il y a une dualité énorme. Il y a à la fois... c'est le lieu de l'esprit et la matière. Et le poisson, c'est presque une suture dans le zodiaque. C'est-à-dire, à un moment, il y a... d'un côté, ça part dans un sens. C'est deux coupes opposées qui s'opposent. Donc, il y a une dualité, il y a un fort dualisme. Et l'ère des poissons a été une ère de lutte, je pense, et de grande dualité, de grande recherche d'intégration. Et l'ère du Verseau devrait être une ère beaucoup plus d'intégration, justement, et de sortir de cette dualité, rentrer dans une, comment dirais-je, c'est l'ère du Fils. François, nous allons parler de l'ère du Verseau maintenant. Vous laissez un peu respirer. Oui, je vais après boire. Ces questions qui sont arrivées. À tout de suite. Merci. Écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, plus près des étoiles, avec notre invité ce soir, Fanchon Pradalier-Roy, pour comprendre l'astrologie. Soyons un petit peu didactiques et rentrons un peu plus dans les détails. Nous avons toute la nuit, c'est assez rare de pouvoir en parler. Je rappelle que tout à l'heure, comme ils le font habituellement, les auditrices et les auditeurs pourront aussi vous poser des questions. Et puis vous avez amené l'engin magique. L'ordinateur. Oui. Alors, cette ère du Verseau. Oui, c'est l'ère des ordinateurs d'ailleurs. Oui, l'ère de la communication. Nous avons tout pour communiquer et nous avons tellement de mal à communiquer. Le Verseau, est-ce qu'il est vraiment celui qui cherche, qui a soif de connaissances? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, c'est cette image du verseur d'eau. Le Verseau. Et donc, c'est l'eau de la connaissance. C'est cette image qui est représentée dans le tarot par l'étoile qui verse de l'eau. Et donc le verseur d'eau, c'est la connaissance qui est déversée, qui est déversée sur les humains. Et c'est cette idée d'une connaissance une qui traverse tous les individus. C'est-à-dire le Verseau, c'est l'individu universel, qui est à la fois un individu, singulier,
mais qui fonctionne pareil, avec le même type de fonctionnement, c'est-à-dire avec cette idée de solidarité dans le fonctionnement, d'interdépendance. Et donc le Verseau est à la fois le signe de la liberté, mais aussi qui sait très bien que bien que chacun soit libre et singulier, il y a une interdépendance et une solidarité entre les êtres, et que donc ce qui arrive à l'autre et me concerne également. Vous voyez, donc cette idée est très importante de solidarité dans le Verseau. Votre compère, comme vous l'appeliez tout à l'heure, oui, Paul Bernard. Écrit sur le chemin initiatique le long duquel Fanchon-Pradalier-Roy nous conduit, il apparaît clairement que ces 3 mots, conscience, connaissance et amour, sont absolument synonymes. Oui, je le pense. Oui. Vous aussi. Oui. Mais c'est-à-dire, il m'en a fait prendre conscience quand il l'a écrit, et puis depuis, j'ai avancé dans mes recherches et dans mon travail. Je me suis rendu compte qu'effectivement, la conscience, la connaissance et l'amour, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est dans cette fameuse triplicité, si vous voulez, dont je parle tout le temps, à laquelle je me réfère, c'est justement le terme médian. Ça correspond au Fils. Hein. C'est ce qui se véhicule entre un pôle plus et un pôle moins et qui comment dirais-je amène une évolutivité. Donc la conscience et l'amour, c'est la même chose. C'est intéressant comme idée. Vous voyez symbiose avec les 3 mots. Mais est-ce que l'humanité vit en symbiose? Moi, je pense que l'humanité est en train de rechercher ça actuellement. C'est-à-dire, elle essaye au niveau de la connaissance, elle a beaucoup évolué quand même. Je pense qu'on arrive à une réunion entre les connaissances ésotériques et exotériques. Le XXIe siècle va le voir un petit peu, cette réunion. Et la conscience a quand même pas mal évolué. Alors, ce qui manque, c'est cette idée. Je crois qu'on a une fausse idée de l'amour. On le correspond avec on le confond avec l'affectif, Mais l'amour, c'est comme le titre d'ailleurs de mon prochain livre, c'est le choix de la vie. C'est-à-dire, c'est choisir. Vous savez, c'est faire cet effort pour que justement la vie avance. Et pas régresse. Parce que si on ne fait pas d'effort, si on ne fait rien, ça régresse. On attend que l'autre fasse l'effort. Oui, c'est ça, on voudrait toujours... Mais il y a beaucoup d'êtres qui font de plus en plus d'efforts. Moi, je trouve, oui. Hein? Oui. C'est dommage. Et justement, on en parle peu, sauf dans des lieux comme ici, sur votre radio, ou dans des ouvrages, beaucoup de livres en parlent. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est cette idée de devoir dont on parle depuis tout à l'heure. On n'a pas que des droits, on a des devoirs, quoi. Vous voyez ? Le devoir d'aimer. Oui, voilà. Et non pas le droit. Mais voilà, sinon, quand on parle de droit d'aimer, c'est qu'on a juste dans l'idée de recevoir. Donc, d'accord, on reçoit, mais ça c'est l'enfant, il reçoit et c'est obligé, parce que s'il reçoit pas, il peut pas. Mais recevoir, c'est un niveau infantile de l'amour et de la conscience. Pourquoi cette incapacité de l'être humain à donner toujours en ayant l'espoir du retour? Mais ça, c'est le 2e niveau d'évolution, on peut dire. Vous savez, la Kabbale parle de 4 niveaux par rapport à... Il y a recevoir pour recevoir, puis donner pour recevoir, c'est le 2e niveau. Hein, c'est-à-dire on donne en espérant recevoir, c'est presque du chantage, mais ça c'est un 2e niveau d'amour. Et le 3e degré, c'est donner pour donner, on est dans le don, on n'attend rien, on donne. Mais c'est pas le niveau le plus évolué. Le niveau le plus évolué, c'est savoir recevoir pour redonner. Et on retombe dans le verseur d'eau. Parce que pour donner, il faut savoir recevoir. Vous pouvez répéter, savoir? Hein? Savoir recevoir? Oui, il faut savoir recevoir. C'est pas clair? C'est vrai que c'est difficile à dire, hein, mais ne me le faites pas dire à la queue leu, hein. Savoir recevoir. Mais c'est important cette idée de recevoir pour donner, vous voyez, donc c'est-à-dire que ça rentre dans une dynamique. Et l'amour, effectivement, il se joue à ces 4 niveaux, mais le 1er niveau est un niveau très infantile, le 2e niveau est un niveau adolescent, le 3e c'est un niveau un peu donner pour donner, on donne mais on veut rien recevoir, vous voyez, c'est un peu protecteur encore. Et, franchement, vous qui aimez les mots, oui. Recevoir. Oui. Et si l'explication était là? Ah oui, pas mal. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Vous l'écrivez re, puis plus loin S-E. S-E. Et puis se voir, oui. C'est-à-dire, si vous voulez recevoir, il y a une triplicité encore. Hein. C'est comme dans la reconnaissance. Ouais.
Voilà. Mais je pense, si vous voulez, que l'ère du Verseau, c'est ça, c'est une ère d'amour, de fraternité. C'est-à-dire, vous savez, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça, oui, c'était déjà... Vous savez bien, pour aimer son prochain comme soi-même, encore faut-il s'aimer suffisamment. Ah oui, parce que on est un des premiers intéressés. Si on s'aime pas soi-même, alors on peut pas aimer les autres non plus. Et si vous voulez, c'est pareil. Des fois, c'est ce que font certains êtres qui donnent. Ils ne s'aiment pas suffisamment eux-mêmes. Ils savent pas recevoir pour eux-mêmes. Et donc, cette idée de s'aimer soi-même, ça part aussi de l'idée de recevoir. Parce que dans les niveaux de la Kabbale, on parle justement de ces niveaux d'évolution de l'être avec un petit E qui reçoit l'être avec un grand E. Voyez ? Et j'aime bien ces 4 niveaux. Et je trouve que ça correspond à 4 niveaux d'amour, 4 degrés amoureux. Il faut que les 4 existent, mais il ne faut pas en rester au premier. De recevoir pour recevoir, c'est-à-dire on attend d'être aimé. Les planètes. Ah oui, on a l'air loin de l'astrologie, mais c'est purement de l'astrologie, ça. Bien sûr. L'astrologie, c'est les planètes ont chacune leur propre révolution. Et dans révolution, il y a aussi le mot évolution. Oui. Comment évoluer favorablement dans sa vie de tous les jours ? Moi, je pense qu'on évolue quand justement l'idée d'évoluer est intéressante parce que c'est aller, c'est-à-dire ça revient pas au même endroit. Vous savez, dans Révolution, il y a l'idée de revenir au même endroit. Dans Évolution, il y a l'idée que c'est pas un cercle vicieux, c'est une spirale. C'est-à-dire, on revient à un même, mais pas au même endroit, c'est-à-dire un peu plus haut. Oui, évoluer, c'est monter. Il y a les 3 mots, les 3 lettres, vol, voler. Ouais. Mais pas voler, chacun nous aura compris, oui. Dans l'idée, oui, sans voler. Mais l'idée d'évolution est majeure parce que c'est l'idée c'est une idée de mérite aussi, c'est devenir meilleur. Devenir meilleur, c'est ça, évoluer, c'est devenir meilleur. Donc, dans l'idée d'évoluer, ça veut dire que il n'y a pas de, il n'y a pas de compétition avec les autres, elle est qu'avec soi-même, ni non plus avec soi-même, mais je veux dire, il ne s'agit pas d'être meilleur que l'autre, il s'agit d'être meilleur un peu plus maintenant qu'on l'était tout à l'heure. C'est ça qui est important. Évoluer, c'est ça, vous voyez ? Donc, ce qui est important, c'est devenir meilleur par rapport à ce qu'on est. Alors, il ne faut pas trop attendre de chacun. Chacun peut devenir meilleur que par rapport à ce qu'il était un peu avant. Pourtant, pour beaucoup de personnes disent « mais je suis trop bon ». Ça... Elles devraient y réfléchir à 2 fois avant de prononcer une phrase comme celle-là. Je pense que c'est pas de la bonté, c'est de l'affectif ou de l'émotionnel, mais que quand on parle comme ça, je suis trop bon... vous savez ce qu'on dit déjà, trop bon, trop, je dirais pas quoi. Mais... Trop con, oui. Oui. Ben oui. Voilà. Mais oui, c'est vrai si on est trop bon, parce que si on est trop bon, j'appelle ça faire du karma positif, mais c'est-à-dire on veut aider les autres au-delà. On pourra parler de karma peut-être tout à l'heure, mais c'est vouloir aider. Maintenant. Oh, c'est compliqué de parler du karma. Mais encore un mot très galvaudé, le karma. Ben oui, mais parce que bon, si vous voulez, c'est un mot. On utilise le mot parce que c'est quand utilisait les orientaux, puisqu'il existe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ben le karma, c'est la loi d'équilibre. Donc en fait, en nous, on a un certain déséquilibre à gérer et évoluer, c'est avancer dans le sens évolutif et pas de se laisser aller dans notre déséquilibre, c'est-à-dire ne pas tomber vers le bas mais aller vers le haut. Vous voyez, vous disiez en vol. Et le karma, si vous voulez, c'est cette loi qui c'est cette loi à laquelle on répond d'équilibre en nous. Mais d'équilibre pour nous amener un peu plus loin, mais parce que nous sommes des êtres nous sommes tous des passeurs ou des pédagogues. On est toujours en train d'accompagner quelqu'un d'autre ou d'essayer de faire passer du bas vers le haut quelque chose, au lieu d'entraîner vers le bas, voyez. Et donc le karma, c'est cette loi d'équilibre et d'amour. Quelles sont les planètes qui font que nous traversons depuis de nombreuses années une période de nivellement par le bas ? Oh, ça c'est pas les planètes, c'est les humains qui nivellent le bas, mais c'est pas les planètes. Vous savez bien que les humains ne vont pas reconnaître. Ben, si vous voulez, les humains sont libres, donc s'ils se laissent aller, ben c'est pas les planètes qui les entraînent, c'est eux. Les planètes, elles n'ont pas d'état d'âme, elles nous disent, elles nous donnent si vous voulez, elles sont
elle nous parle de certains types d'énergie en nous, différenciés. Et en fait, on l'utilise dans le bon sens, anthropique ou néganthropique, comme on dit, dans un sens ou dans l'autre. Si on se laisse aller par Mars, justement, on peut se laisser aller dans la violence. Mais dans le côté positif, c'est l'action, l'énergie, l'allant, se sortir de l'inertie. Comme une médaille, avec le côté tourné vers la lumière et l'autre côté tourné vers l'ombre. Mais les deux existent en nous, Oui. Donc il faut pas nier non plus. Certains vous diront que nous ne sommes pas duels. On est triple. Je voulais vous amener à ça. Et cette triplicité dont vous parlez. Et oui, on est triple. Alors on a la part d'ombre, on a la part de lumière, qui fait que il y a une circulation d'énergie entre les deux. Et cette circulation d'énergie, à nous d'en faire bon usage et de l'utiliser pour avancer un peu plus vers le lumineux. Vous comprenez? Mais on a un pôle moins et un pôle plus, c'est ça la polarité. Mais on n'est pas identifiable à l'un ou à l'autre, on est triple, c'est-à-dire ces deux pôles permettent que l'énergie circule. C'est ce que la psychanalyse appelle le désir. Il y a un déséquilibre et donc ça lance dans une énergétique. Alors Fanchon, Pradalier, Roy, quelle est l'importance? On va prendre 2-3 planètes, Saturne. Quel autre vous voulez? Je vous laisse le libre choix. Oh ben voilà, Saturne, vous avez dit Saturne, moi je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, je viens de parler rapidement de Mars. Mais Saturne, c'est la 7e planète. C'est une planète complètement mal aimée, mal comprise. Mais c'est la planète la plus importante sans doute et la plus juste de l'astrologie. Et elle est la planète de la loi et comment dirais-je, de savoir répondre à la loi de la vie. Et c'est la planète du devoir, on pourrait dire justement. Y a-t-il une planète de la souffrance? Non, parce que aucune planète ne veut qu'on souffre, mais l'énergie, si vous voulez, le différentiel justement et la dualité fait qu'il y a souffrance. Et donc on peut dire Saturne a très longtemps été prise comme la planète de la souffrance, parce que justement elle nous renvoie à nos obligations et nos devoirs. Et donc c'est douloureux. Mais c'est toujours dans l'idée d'un mieux et de retrouver un équilibre, voyez. Pluton, que j'ai appelé Platon tout à l'heure. C'est pas tout à fait pas. C'est la caverne, Oui. C'est à cause de ça, sans doute. Eh ben oui. Mais Pluton, c'est la dernière planète connue actuellement, qui n'est peut-être pas une planète, qui est peut-être un des plus gros, qui n'est sans doute pas même une planète, qui est un des plus gros objets transneptuniens. Donc de la ceinture de Kuiper, et on a trouvé d'autres objets transneptuniens. Donc, mais on peut travailler avec Pluton comme représentante de toute la ceinture de Kuiper. Donc c'est la partie, si vous voulez, elle est intéressante Pluton parce qu'au niveau astronomique, elle a d'abord une orbe de 250 ans, c'est énorme, c'est au niveau des civilisations. Et elle est intéressante parce que comme planète, alors que les celles d'avant, Uranus et Neptune, sont des gazeuses, Pluton est rocheuse et elle est l'un des plus vieux objets. Elle est la mémoire du système solaire. Elle est un des plus vieux objets comme toutes les petits débris de la ceinture de Kuiper, du système solaire primitif. Donc elle nous parle du système solaire primitif. Donc c'est pour ça qu'elle nous parle de l'ombre. Et Pluton était Hadès, le dieu des enfers. La question de puissance divine là, avec Pluton. Il est question, si vous voulez, de la puissance divine engrammée dans la matière. Et c'est justement contemporain de Pluton qu'on a découvert l'énergie nucléaire, c'est-à-dire l'énergie du noyau de la matière, c'est-à-dire l'énergie qui est engrammée dans le noyau de la matière. Oui, c'est simple, le plutonium. Oui. L'uranium, Uranus. Ouais, voilà. Mais attendez, je fais le rapprochement maintenant. Oui, vous voyez. Oui, bien sûr. Oui, je vois maintenant. Oui. Ouais, vous voir Pluton, c'est pas facile, parce que Pluton, c'était le dieu des enfers. Il avançait masqué, il avait un masque. Mais voyez, Pluton, c'est l'énergie de vie qui est, c'est l'essence qui est prise dans la matière. Alors, ce livre, je l'ai sous les yeux, vous venez de dire Pluton, il faut le voir. Mais c'est vrai qu'il est invisible. Il est tellement loin qu'il nous est caché par le Soleil. Ouais. Non, il nous est pas caché par le Soleil, mais il est invisible. Après Saturne, toutes les autres planètes sont invisibles à l'œil nu. On les voit pas dans le ciel de nuit. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a commencé, Jupiter était en train de se coucher sur Paris.
À 11h du soir, à 23h, il se couchait. Jupiter est visible, ou Saturne sont visibles, mais à partir de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton ne sont pas visibles. On les voit avec des lentilles astronomiques, quoi, avec des... J'allais dire des futuroscopes. Non, aidez-moi. Je commence à être fatiguée, là. Non, mais non, il est tôt encore. Je fais pas la pub du futuroscope. Mais vous pouvez. C'est pas mal comme nom, hein. C'est moins idiot que... J'ai travaillé justement au futuroscope. Je faisais j'organisais des téléconférences par satellite. À propos de satellites, revenons à Pluton. Oui. Neptune, Uranus, en signe. Quelle trilogie? Vous parliez de trilogie tout à l'heure. Oui, si vous voulez, Uranus a 84 ans d'orbe, de durée, et ça correspond à une durée de vie humaine maintenant. Hein. Tandis qu'à la dernière planète qui était connue jusqu'il y a deux siècles, c'était Saturne, 29-30 ans. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a 2 siècles, effectivement, la durée moyenne d'une vie était guère au-dessus de 30 ans pour le commun des mortels, j'allais dire. Et puis maintenant, oui. Hein, oui. Et maintenant, on est arrivé quasiment, surtout pour les femmes, il paraît, quoique maintenant qu'elles commencent à fumer, hein, n'est-ce pas, ou à boire, comme dirait l'autre. Elles ont toujours bu, les femmes. Mais elles pas me servir d'Ouste Blasi, ce qu'il a dit il y a quelques heures. Non, je sais rien du tout. Bon, d'accord. Mais 84 ans... c'est la durée d'une vie en Occident humaine maintenant, et c'est l'orbe d'Uranus. C'est beau ça comme idée, vous voyez. Alors c'est pour ça que après Uranus il y a Neptune, et la durée de révolution de Neptune c'est 164 ans. Alors moi je pense que bientôt on pourra vivre 164 ans. Nous étions programmés pour aller au moins jusqu'à 120 ans. Reprenons la Genèse. Oui, même plus. Hein, on pourra peut-être vivre comme Pluton, 250 ans. Bientôt. Donc, vous voyez, ces 3 planètes, elles nous parlent d'un inconscient collectif. Et Uranus serait le transconscient. Neptune serait le supraconscient. Et Pluton, le subconscient. Donc, le dessous, le dessus et le milieu. Ça rappelle la trilogie. Ça rappelle Freud, Lacan, Jung. Ah, si vous voulez, c'est difficile chacun a un peu avancé dans ce chemin. Hein, ils ont beaucoup ouvert. Mais Lacan a fait beaucoup, était certainement un ésotériste qui s'ignorait ou qu'on nous a caché. Mais ce que fait Lacan est... Sigmund n'était pas mal non plus. Hein? Sigmund n'était pas mal non plus. Ah oui. Mais oui, mais seulement ces termes de transconscient, supraconscient et subconscient sont pas utilisés ni par Jung. C'est une tentative. Par exemple, les psychologues transpersonnels commencent à parler comme ça, comme Stanislas Grof ou voilà. Mais ça avance, hein, la psychologie avance. Alors un autre mot, oui. MOTS, oui. Transit. Ça veut dire quoi, transit? Alors, transit, ça veut dire passage, n'est-ce pas? Quand on est en transit, on n'est que de passage. Donc, si vous voulez, Mais nous sommes tous en transit, franchement. Oui, on est des nomades, on est des gens de passage. Mais les transits, les planètes, elles font comme nous, elles voyagent, elles sont jamais arrêtées. Planètes, elles sont animées, donc c'est l'âme de l'astrologie, elles sont animées. Et donc les planètes, elles bougent tout le temps, elles ont jamais la même position. Et on parlera de transit pour parler de leur position à un moment donné. Par exemple, ce soir sur Paris, à 0h24 ou 25, on peut avoir une image du transit des planètes et on va travailler ce transit, ce passage-là sur les planètes d'un thème natal, par exemple. Pluton se trouve actuellement dans le Sagittaire. Oui. Concrètement, ça veut dire... ça veut dire qu'il était dans ce signe il y a 250 ans. Il passe 12 à 30 ans dans un signe. Et quand il est dans un signe, toutes les valeurs de ce signe sont remises en question. Puisque c'est le rôle de Pluton, de remettre en question et de disqualifier ce qui est pas bon et pour qu'on essaye de retrouver autre chose. En ce moment, le Sagittaire, c'est le signe de la foi, du fait qu'on est relié. Et donc vous voyez toutes ces crises actuelles de la foi. Oui. Neptune, lui, se trouve en Verseau. Neptune est en Verseau. Alors le signe donc du Verseau, de la fraternité et de cette idée que l'individu est universel. Et puis voilà. Et puis Uranus est rentré dans le Poisson il y a 1 an et demi.
Donc il va y rester encore pendant 6 à 7 ans. Enfin, il va y rester 6 ans maintenant, voilà. Et il était aussi dans le Verseau, donc c'était, mais rentrant dans le Poisson, je dirais qu'il est en train de nous déverser ses connaissances. Il fait le verseur d'eau. Y a-t-il une planète qui pourrait nous faire penser à la spiritualité, Fanchon? Jupiter. Ouais. C'est Jupiter, le maître du Sagittaire. Jupiter, mais parce que lui, Jupiter, c'est l'image qui relie le ciel et la terre. Donc, il nous fait relier les parties hautes et les parties basses, et donc il est la planète un peu de la spiritualité. Mais enfin, on pourrait aussi prendre plus loin Uranus, Neptune et Pluton. Alors, pour en parler de la spiritualité, selon vous, oui, sommes-nous en train de nous en rapprocher? Est-ce que le 21e sera spirituel ou pas, comme disait Malraux? Non, c'est tarte. Ce n'est pas sûr, ça n'a jamais été prouvé que ce soit André Malraux qui ait prononcé cette phrase. Non, mais enfin, on le lui a fait dire, et c'est intéressant quand même. Oui. L'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on en ait parlé, du coup. Moi, je pense que oui, si vous voulez, mais ça ne peut pas être que spirituel, parce que si c'est que spirituel, on reste en haut. Si c'est que matériel, on reste en bas. Ce qu'il faut, c'est relier les deux. C'est-à-dire que le matériel soit au service d'un projet. Le spirituel, on pourrait appeler ça l'éthique aussi, à un certain niveau. Donc, si vous voulez que le matériel réponde à un projet éthique. Donc, moi, je pense que oui, le Verseau, à partir du Sagittaire, si vous voulez, on rentre dans des signes collectifs, enfin même avant, depuis la Balance, mais Pluton étant dans le Sagittaire, Neptune dans le Verseau et Uranus dans le Poisson, on est vraiment en pleine recherche d'un nouveau lien entre l'homme et l'univers. La spiritualité ferait disparaître éventuellement les religions? Moi, je crois qu'on rentre. Elles vont pas disparaître, mais je pense qu'on rentre parce que les différentes cultures ont besoin de se reconnaître dans des formes. D'accord. Il y a toujours une forme, c'est la religion elle-même, la forme. Mais je pense qu'il va y avoir une spiritualité transversale. C'est-à-dire que, on le voit bien arriver, si vous voulez, maintenant, tout ressurgit, toutes les vieilles cultures, enfin, les premières, les cultures animistes ou amérindiennes ou autres, elles reviennent. Donc, il y a une sorte de d'œcuménisme. C'est ça que je voulais dire. Il va y avoir, je veux dire, une sorte de reconnaissance, de fraternité entre les différentes religions. C'est ça à quoi on devra arriver. Chaque religion étant une forme adaptée à une culture. Il faut bien qu'on ait des formes. On est des humains, on a besoin de formes, y compris culturelles. Mais l'humanité deviendrait uniculturelle, une seule culture? Non, justement pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une transversalité entre les différentes cultures. C'est-à-dire, c'est le lien, et c'est ce qu'on voit, essayer y compris au niveau social actuellement, de dire, sachant reconnaître les différentes sociétés et qu'on n'écrase pas les sociétés minoritaires par une sorte d'uniformité. Dans le problème de la mondialisation, c'est ça qui est posé. Est-ce qu'il va y avoir une uniformisation ou au contraire, la véritable mondialisation, ça sera le lien entre l'individu et le collectif, sans écraser l'individu et sans écraser les particularismes locaux. Le Verseau, c'est savoir relier le particularisme local avec l'universel. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque particularisme est l'expression d'une réalité humaine, d'une singularité humaine importante, mais il y a un lien entre cette singularité et une universalité. Fanchon Pradalier-Roy, auteur de L'univers de l'homme aux éditions du Rocher. Pour comprendre l'astrologie, toujours aux éditions du Rocher, et votre année 2004, l'astrologie, le Yiking, un harmonieux mélange. On va accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir Catherine. Alors, je ne voulais pas poser une question à Madame Irma, mais une question à Fanchon Pradalier. Oui, c'est pas pareil. Catherine. Oui. Pouvez-vous éteindre votre radio? Ah, j'ai pas de radio allumée. Bien, alors je ne sais pas ce qui se passe là, on entend Il y a des interférences. Oui, allez-y Catherine.
Oui, donc je ne voulais pas poser une question à Madame Irma, mais à Madame Pradalier-Roy. Ça concerne la première partie de l'émission. Ah, bon. Alors d'abord, tout ce que vous avez dit, je trouve ça absolument fascinant, même si j'ai pas tout compris. Et je vais peut-être dire des bêtises, mais tant pis. Vous nous avez démontré qu'effectivement, il y avait des ramifications très importantes entre l'astrologie et d'autres sciences, notamment en parlant d'astronomie, d'astrophysique, et même un peu plus loin de psychanalyse. Et c'était tout à fait passionnant. Si j'ai bien compris, l'astrologie actuellement, enfin l'astrologie telle qu'elle est envisagée, prend en considération l'influence des planètes solaires. Nous sommes bien d'accord. Oui. Or, l'astronomie repousse de plus en plus loin la connaissance des planètes jusqu'à des planètes extrasolaires. Ah oui, mais ça, c'est d'autres systèmes solaires, oui. Grosso modo, ma question, elle est la suivante, c'est-à-dire, est-ce que l'astrologie reste, figée telle qu'elle a été, ou au contraire, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle évolue parallèlement? Ah oui, ça c'est bien ce que vous dites. Et oui, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que l'astrologie n'est pas figée. D'abord, il y a 2 siècles, on a découvert une 8e planète, puis au 19e, on a découvert Neptune, la 9e planète. Puis ensuite, on a découvert Pluton au 20e siècle. Et maintenant, on découvre des objets transneptuniens et des astéroïdes. Et par exemple, dans l'université d'astrologie en ligne là que j'anime, il y a des chercheurs qui travaillent sur les astéroïdes. Bon, maintenant, comme vous parlez d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes d'autres systèmes solaires, si vous voulez, ça nous amène à l'idée que maintenant, notre monde, il passe à un autre niveau. C'est-à-dire, notre système solaire est une référence, mais l'univers est beaucoup plus vaste que ça. Il y a d'autres systèmes de référence. Et donc, l'astronomie, en gros, si vous voulez, l'astronomie nous pousse à à intégrer des nouvelles valeurs intérieures. L'astrologie travaillant l'intérieur, l'ésotérisme, et l'astronomie l'exotérisme. Mais on se demande qu'est-ce qui pousse l'autre. Le grand astrologue Rudyard disait qu'il pensait que quand on découvrait une planète, c'était que notre conscience s'était ouverte à la valeur qu'elle portait. Oui. Donc lui, il disait pas que c'est parce qu'on avait découvert une planète astronomiquement qu'on trouvait une nouvelle valeur, mais c'est parce qu'on avait en nous déjà trouvé une certaine valeur qu'on trouvait la planète. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une synchronicité en fait. D'accord. Et donc l'astrologie du 21e siècle et des siècles à venir, elle va changer avec ce qu'on va découvrir. Mais je pense qu'on arrive à d'autres systèmes de référence. Et maintenant, par exemple, on se rend compte qu'il faut travailler au-delà de notre système actuel du zodiaque, mais travailler sur des constellations, les étoiles fixes et des choses comme ça. Et donc là, il y a toute une ouverture et des nouveautés. Et à mesure que notre conscience grandit, notre système de référence va grandir. Et inversement. Donc, en quelque sorte, on peut imaginer que l'astrologie va évoluer un peu de la même façon qu'évolue l'astrophysique actuellement. C'est-à-dire comme une entité qui n'est pas finie ni dans un sens ni dans un autre. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est fascinant. Mais oui, mais le problème, vous voyez, par exemple, les chercheurs en astrologie, ils ont aucun soutien, aucun organisme de recherche qui les aide, c'est un monde à créer. C'est pour ça que j'ai créé une université d'astrologie en ligne sur Internet pour rassembler les chercheurs francophones et du monde entier qui trouvent des choses nouvelles. Parce que on a besoin de se réunir, de chercher ensemble, de mettre en commun nos recherches. J'imagine. Voilà. Et à la fois, si vous voulez, il faut qu'on travaille du côté des sciences intérieures, de la psychologie, philosophie, et de l'autre côté des sciences extérieures, c'est-à-dire des connaissances sur l'univers ou sur la biologie, en fait, toutes ces choses-là, parce que d'une certaine manière, et l'astrologie est certainement le support de langage et de réunification de toutes les sciences. Oui, mais c'est tellement grand. Au début d'émission. Oui. Mais ça ouvre un champ totalement immense dans la mesure où la symbolique qui est rattachée aux planètes solaires est une symbolique qu'on retrouve un peu partout effectivement. Mais en ce qui concerne, imaginons que l'astrologie pousse ses repères un peu plus loin, là il y en a plus tellement.
de symbolique. Non, mais là, on a, vous l'avez dit au début, je veux dire, les repères de notre système solaire, ils sont terminés. On est dans les confins, le nuage de Oort, la ceinture de Kuiper, on est aux confins. Maintenant, on a trouvé que des objets transneptuniens. Bon, donc on n'a plus qu'à avoir on a déjà la représentation symbolique des objets transneptuniens. Hein. On sait qu'ils nous renvoient au système solaire primitif et donc à notre système intérieur primitif nous-mêmes. Hein. Oui. Bon. Mais maintenant, on a d'autres systèmes de référence, c'est-à-dire que je pense que maintenant, on va peut-être trouver d'autres consciences dans l'univers et se rendre compte que nous ne sommes pas les seuls à avoir des consciences, qu'il y a d'autres êtres et peut-être même que les planètes, tout ce qu'on voit la nuit, un ciel étoilé, c'est peut-être des corps d'êtres qui sont en vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une idée comme une autre, oui. Hein? Mais oui, moi je pense quand je regarde le ciel, je me dis mais ce sont il y a derrière ça, il y a des êtres, des âmes qui sont en vie. Donc vous voyez, on a et c'est énorme ce qu'il y a à vie. Mais bon, notre champ de conscience évolue, c'est-à-dire on a dépassé notre système solaire, on est dans d'autres systèmes, on est dans d'autres systèmes plus hauts, plus élevés de référence. On a changé de cadre de référence. D'accord. Ce qui sous-tend un petit peu ce que vous disiez quand vous disiez que pour vous, astrologue, le 21e siècle correspondrait à un nouvel essor de l'astrologie. Ah oui, moi c'était à cette rubrique-là. Oui, parce que en plus l'astrologie va être la science de l'ère du Verseau. La science majeure de l'ère du Verseau. Une des sciences, mais si vous voulez, il y en aura d'autres, mais c'est la science support. Et transversale. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un énorme travail à faire. J'imagine. Voilà, il y en a du travail à faire. Et puis, c'est pas reconnu pour le moment et on ne se reconnaît qu'entre nous, quoi. C'est-à-dire, le problème... Vous faites de l'astrologie, vous? Pardon? Vous travaillez l'astrologie vous-même? Absolument pas, mais c'est un sujet qui m'a toujours fascinée. Bon. Alors, je ne comprends pas tout puisque... évidemment. De toute façon, je crois que quand quelque chose est fascinant, c'est bien parce qu'on ne comprend pas tout, sinon ça deviendrait plus fascinant du tout. Oui. Mais par contre, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, excusez-moi, c'est parce que je vous ai interrompu. Je vous posais la question si vous connaissiez l'astrologie. Non, si, j'en connais certaines facettes, mais pas plus que ça. Oui. Mais par contre, aussi, ce soir, ce qui m'estomaque un peu... Ce matin. Oui, ce matin, enfin cette nuit, c'est que visiblement, dans l'esprit de beaucoup de gens, l'astrologie, c'est l'horoscope, point. Si vous voulez, l'horoscope, c'est une vision... Et c'est quand même très réducteur. L'horoscope, c'est le cadavre de l'astrologie. Mais là, il n'était pas exquis. Hein. Non, mais ce qui est vivant a été enlevé. Il ne reste que des... Je veux dire, c'est un corps mort. Excusez-moi de parler de cadavre, mais disons un corps mort. Oui, non, mais j'avais bien compris. Et Catherine? Oui. Merci beaucoup pour vos questions. Et surtout sur ce qu'elle a dit, parce qu'elle n'a pas posé que des questions, elle est intervenue elle-même, Jean-Claude. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le dialogue. Au moins, elle a écouté Catherine. C'est-à-dire, le début de cette émission était vraiment passionnant. La suite de cette émission... était peut-être passionnant pour d'autres personnes, j'imagine, mais on avait un peu l'impression d'un mariage entre la carpe et le lapin, quoi. Et oui. Voilà, écoutez, merci tout plein, en tout cas. Merci, Catherine. Et plein de courage. Mais vous savez, il faut beaucoup de mariages pour bien arriver à intriquer et à construire des choses nouvelles. Bonne fin de nuit, Catherine. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, en tout cas. Écoutez, Fanchon, moi je suis ravi que vous soyez venu. J'espère qu'on aura fait un tout petit peu avancer. Vous avez lu Charpak? Mais j'ai été interviewé avec Charpak. Oui. Donc je sais, j'ai été interviewé sur France Inter avec lui. Oui. Eh ben, on m'a téléphoné et puis à un moment donné, elle dit n'importe quoi, vous pouvez raccrocher. Et vous savez qu'il y a au moins déjà 4... vous avez aux éditions du Rocher Jean-Paul Thénault qui a écrit un volumineux pavé en réponse à Charpak. C'est très bien, oui. Non, mais si vous voulez, face à je pense qu'on peut pas disqualifier comme ça les sciences ou je veux dire, chacun travaille comme il peut là où il est et chacun de nous a son rôle. Et donc, moi, je trouve que les astrologues laissent les astronomes et les scientifiques travailler paisiblement, que ces gens-là fassent pareil avec nous, quoi. Voilà. Et souvent,
souvent, certains qui se disent scientifiques ont bien recours aux astrologues. Ben ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez, je pense que la dualité, les oppositions, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Je pense que c'est plus du dialogue. Quand on rentre dans le jugement, on n'est plus dans le dialogue. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Oui. Une autre. Oui. Une Elisabeth Tessier, vous en pensez quoi? Vous n'êtes pas obligé de répondre. J'en pense rien. C'est encore plus raisonnable comme réponse. Fanchon. Dites-moi, vous allez être à Paris au mois d'octobre pendant 2 jours. Oui. Je suis à Paris déjà avant le mois d'octobre. Oui. Mais pendant 2 jours, on va fêter le centenaire avec les éditions du Rocher de Germaine Aulé. Oui. Vous aurez de la chance, Jean-Paul Bertrand sera là. Oui, hein? oui, j'ai vu ça, oui. Oui. Ah ben Jean-Paul Bertrand a ouvert ses éditions avec la première publication qu'il a faite, c'était Germaine Aulé. Donc pour elle, c'est un auteur emblématique. Puis Jean-Paul Bertrand est un éditeur qui a lancé l'ésotérisme dans l'édition et qui connaît l'astrologie et qui aime bien l'astrologie. Vous pourriez lui dire, quand vous le rencontrerez, qu'il a écrit un bouquin avec 2 autres qui s'appelle L'éloge de la mort. Oui, c'est beau. Hein. C'est un livre extraordinaire. Oui, je sais. Je lui dirai, mais vous lui avez dit, je crois, non? Non, j'ai pas réussi à l'avoir. Vous savez, les patrons des maisons d'édition, on a plus facilement les attachés de presse que les grands patrons. Oui, c'est-à-dire que lui, il écrit, mais là, jusqu'alors, il s'était positionné pas comme auteur, mais comme éditeur, donc il est discret. Par rapport au fait qu'il est auteur, je pense, je sais pas. Mais sinon, pour revenir, vous m'avez posé une question sur Elisabeth Tessier, je pense qu'elle est le produit d'une époque. Oui. Ouais, c'est pourtant consultée par des grands, par des présidents de la République. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ah. Mais bon, je pense que c'est pas aussi simple, mais je veux dire, elle est le produit d'une époque. Donc, il faut pas critiquer, c'est le produit d'une époque, c'est l'époque qui crée. Dans quelques temps, on rigolera de ça, on se dira, mon Dieu, mais dans quelle ère on était, quoi. Ouais. Je pense que Mitterrand, par exemple, pour parler de lui, puisque soi-disant consulté, je pense que oui, il a essayé, mais peut-être qu'il était plus intéressé par la femme que par l'astrologue. Vous croyez? J'avais aussi pensé ça. Alors, pourquoi pas, après tout? Parce que d'après quelques informations que j'ai, Mitterrand connaissait des astrologues de grande qualité, et donc, je pense, il était intéressé à certains domaines, je pense pas que, mais bon, je connais pas grand chose, mais je sais que, donc vous savez, ce qu'on en dit et ce qu'on a fait dire, quand ça devient public, normalement, si vous voulez, il y a quand même une éthique dans ces métiers. Il y a prescription, maintenant on peut en parler. Oui. Aviez-vous entendu parler du mage de Tozeur? Tozeur, en Tunisie? Ouais. Non, c'est quoi? Non. Les quelques présidents de la République française, ils sont allés. Je pense à Valéry Giscard d'Estaing. Un mage? Ouais. Mais il y a des grands sages dans le monde. C'est bien de les consulter. Mais je n'ai jamais entendu parler du mage de Tozeur, non? Quel regard vous avez sur l'astrologie en 2004? Vous voulez un climat de l'année? Ouais. C'est-à-dire que j'ai oublié parce que je viens de travailler sur 2005. Mais sur 2004, si vous voulez, c'est une année qui compte. Enfin, on est déjà. C'est pas. On coupe en année civile, mais en astrologie, je veux dire, les choses s'arrêtent pas parce que c'est le 1er janvier, quoi. Donc, il y a plutôt une continuité depuis juillet dernier jusqu'à encore 2-3 mois, parce qu'il Jupiter était dans la Vierge, donc il y avait un gros intérêt. Vous avez vu comment il a fallu s'occuper des questions médicales, comment en ce moment on s'occupe de la science et de la médecine. Jupiter dans la Vierge nous a beaucoup demandé de revoir ça, et Saturne dans le Cancer nous a demandé de prendre soin un petit peu des personnes âgées, vous vous rappelez, ou de nos systèmes de sécurité sociale et autres. Ben voilà, on était dans un couple Saturne Cancer et Jupiter Vierge,
qui nous a amené à revoir beaucoup de choses dans ce domaine. Et là, ça va changer. Jupiter va rentrer dans la balance à partir de octobre. Et il va y avoir un nouvel élan un peu. Là, ça sera plutôt une recherche sur la justice, sur des questions d'égalité, d'équilibre aussi au niveau social. Vous avez commencé de travailler sur 2005, oui. Sans trop dévoiler le prochain livre. Une seule. Qu'est-ce qui vous a frappé sur 2005 ? Je veux dire, c'est une année. Et en même temps, ça m'ennuie de vous poser cette question. Non, mais c'est le climat. Ici et maintenant. Non, mais je vous parle du. Oui, ici maintenant. Oui. Mais je veux dire, c'est intéressant de connaître un peu le climat. Je veux dire, le climat de 2005 est assez contrasté. Je dirais qu'il y a une première partie d'année, une deuxième partie, et la fin de l'année 2005 me préoccupe un peu, à vrai dire, parce que je trouve elle a l'air assez rude, assez tendue. Je dirais pour un grand nombre de gens, c'est-à-dire on dirait qu'il y a je sais pas un état de tension à l'échelle planétaire. Oui, un état de crise quand même. On est en état de crise permanente depuis plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années. Mais là, il y a des moments où les tensions semblent un peu grandes. Mais bon, vous savez, de toute façon, les choses évoluent en permanence. C'est toujours en train de changer. C'est vrai, vous avez raison, l'état de crise, ça fait un moment. De toute façon, il y a toujours eu des crises, parce que on n'avance que dans les crises et par les crises. Mais là, je pensais de crise plutôt, comment dirais-je, va falloir... je sais pas comment dire, comme s'il fallait prendre une nouvelle conscience des choses, comme si on allait être obligé de voir vraiment, de façon drastique et sévère, revoir les choses autrement. C'est ça que je dirais pour 2005. Puis-je me hasarder à vous demander puis-je me hasarder à vous demander si cette émission ne vous a pas trop déçu? Ah non, c'est bien. Pourquoi je serais déçue? Si vous voulez, je suis toujours un petit peu ennuyée que, comment dirais-je, quand c'est réduit comme si c'était une lecture d'horoscope, qu'est-ce qui va m'arriver? Pourtant, nous en avons parlé en début d'émission. Voilà. Mais en même temps, je comprends qu'on puisse demander de l'aide et des conseils et qu'on sache pas forcément les formuler. Donc, ce qu'il faudrait, c'est prendre le temps à ce moment-là d'expliquer, comme vous avez dit à un moment, on recadre et on dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Oui, mais à croire que l'on nous écoute et qu'on ne nous entend pas. Ou qu'on nous entend et qu'on ne nous écoute pas. Oh, mais si, mais chacun écoute à son niveau et à sa manière. Chacun est tourné vers lui-même. Je veux dire, la radio, dans ce que vous avez mis en place, ça règle. Je veux dire, c'est l'auditeur qui est là et c'est à nous de nous adapter. Ou alors, il faut pas les prendre. Oui, et alors? Ben voilà, donc j'ai essayé, donc je suis contente. Fanchon, merci Parce beaucoup. que si je voulais que les gens soient différents, je veux dire, non, il faut faire, je crois que vous faites pareil, vous avez tous les auditeurs que vous avez. C'est-à-dire? Et chacun a sa qualité et son intérêt, même si c'est pas ce qu'on attendrait. Enfin, bon, moi, j'aurais aimé parler plus de philosophie de vie, si vous voulez, que directement. Mais ça n'intéresse personne. Parce que si on n'a pas une philosophie de vie, si on se pose pas la question à quoi ça sert l'amour, à quoi ça sert le couple, et pourquoi est-ce que j'ai des difficultés, je veux dire, on pédale dans ces difficultés. Mais vous savez bien qu'il n'est pas facile de se remettre en question. Non. Mais je crois que ce qui nous manque dans cette époque, c'est une philosophie de vie. Je pense que c'est ça qui nous manque. On a perdu une orientation. L'orientation générale de chacun devrait être dans une... Mais ici, vous travaillez toujours là-dessus, non? Sans arrêt. Ben oui. Sans arrêt. Et pourtant, il y a des moments, on se dit, tiens, non, ils n'ont pas tout compris. Et puis, mais enfin bon, ceux qui appellent ne sont pas forcément représentatifs de ceux qui écoutent. Oui, c'est comme les micro-trottoirs. mais si tout est significatif, je veux dire, moi je trouve aussi honorable mais ce qu'il y a, c'est que j'aimerais faire évoluer les demandes, mais c'est qu'on est très vite piégé dans les demandes quand on peut pas envoyer promener quelqu'un qui vous dit mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. En même temps, on peut donner, parce que je le fais dans mon livre, c'est une année, mais alors là j'ai quand même fait on n'a pas le temps d'aller aussi loin là en quelques instants. Je monte. Mais allez-y, parlez-en. Vous voyez, je monte une carte
du ciel, mais bon, je peux donner un climat et des tendances, mais quant à aller dire est-ce que je vais rencontrer, alors ça mériterait une discussion plus approfondie, ou je préférerais, si vous voulez, qu'on fasse des études de cas et un truc très particulier, quoi, mais à faire réellement une étude de cas. Moi, je pensais qu'on allait rester, vous voyez, par exemple, jusqu'à 30 minutes avec quelqu'un. Ouais. En 30 minutes, on peut avancer et déblayer, faire une vraie étude de cas. Mais vous avez bien entendu, je suis en train de les accabler, les auditeurs. Pourtant. Il ne faut pas les accabler. Si quand même. Mais gentiment. Oui. Pour qu'on avance. Parce qu'on a fait du surplace. On n'a pas beaucoup avancé. Ah si, de façon, si, moi je vois quelque chose qui a avancé. De toute façon, on a avancé. C'est notre je veux dire, si on avait une certaine représentation, ça n'a pas répondu. Mais d'abord, il y a plusieurs défis dans cette émission. Il y a le défi de tenir toute une nuit. Déjà, oui. Bon. C'est quand même pas rien parce que travailler 7 heures de suite, je le fais en séminaire, mais je le fais, il y a une énergie de groupe et il y a un vrai travail qui se déploie, tandis que là c'est haché, il y a bon, c'est nous deux qui arrivons à un petit peu, on y arrive à maintenir une cohésion. Oui. Une cohérence. Oui. Une cohérence. Et on arrive. Et je crois que c'est ça qui compte. Et moi, je voudrais justement dire que cette cohérence, on arrivera à la mettre si on reconnaît aussi que la réalité des appels qu'il y a eu. Et peut-être la difficulté de répondre à certains types d'appels qui sont trop dans l'événement. Est-ce que je vais me sortir de mes difficultés? Quand les gens sont trop accablés de peine et de tout ça, comme on a pu avoir des auditeurs qui appelaient, qui étaient réellement dans la difficulté, comment on peut les aider? Alors à ce moment-là, il faudrait reprendre sur le sens de la vie, que de pas penser, ne pas s'identifier à nos difficultés, ne pas penser que on est uniquement la personne accablée par les difficultés, qu'on est peut-être là en train d'apprendre des choses majeures. Vous, comme cette personne qui était retraitée, qui disait mais j'écoute la radio, mais je me sens inutile et je trouve que la vie est longue et bon courage parce que vous avez encore sans doute beaucoup de temps à vivre. Je ris, mais je trouve que c'est tragique parce que en même temps, j'aimerais qu'elle comprenne que sa vie a un sens. Et franchement, justement, est-ce que la tragédie de cette société n'est pas de vivre continuellement dans la peur, pour ne pas dire les peurs? C'est-à-dire, oui, mais alors quand on est dans la peur ou dans les peurs, c'est qu'on n'est pas dans le choix de vie, on est déjà dans un choix on est dans une sorte de morbidité. Oui, de morbidité, c'est-à-dire comme vous disiez tout à l'heure, on subit quoi. Est-ce qu'il faut subir ou est-ce qu'il faut choisir? Oui, vivre l'expérience. Voilà. Oui, je me souviens. Or, si vous voulez, je pense qu'on aurait pu peut-être prendre la partie de dire là, vous êtes dans le choix de subir. Et si vous le voyez de cette question de subir, on va pas pouvoir dialoguer beaucoup, essayer de monter d'un cran et voir que il y a toujours quelque chose à choisir et qu'il y a toujours un chemin à choisir. Voyez? Par exemple, c'est ce que je disais à cette dame qui se trouvait seule avec ses 4 enfants. Marie-Suzanne. Marie-Suzanne, voilà, merci. Si vous voulez, je pense qu'on est arrivé à quelque chose. Elle a compris que, au fond, si elle faisait un certain choix, qu'elle qu'elle voyait où elle pouvait aller de l'avant. Ce qui compte, si vous voulez, c'est de pas sentir qu'on est une marmite avec un couvercle dessus. Nul n'est comme ça. Mais si on reste identifié, on est aveugle et sourd si on s'identifie à ce qu'on vit. Dès qu'on cherche un sens et une ouverture, alors à ce moment-là, tout est possible. Franchement, si je puis me permettre, je dirais que la lecture des livres que vous avez commis est particulièrement intéressante. Je recommande une fois de plus L'univers de l'homme. Il y a un coup de cœur pour ce livre. Il vous plaît, hein? Ah oui, il me plaît, oui. Ouais. Mais je crois que l'amour ou le choix de la vie vous plaira aussi. Et puis pour comprendre l'astrologie, c'est plus facile à lire pour ceux qui débutent. Il y a encore du travail à faire, franchement. J'espère qu'on aura l'occasion d'animer de nouveau ensemble une émission consacrée à l'astrologie. Oui. Peut-être même plusieurs. Oui. On verra. C'est vous qui verrez. Oh, moi, c'est tout vu, moi je suis d'accord. Hein. Bon. Si on peut faire avancer et ne pas être toujours dans le déni d'une science qui n'est pas forcément exacte, mais quelle science est exacte? On n'a pas eu beaucoup d'auditeurs qui étaient dans le déni, hein. Non. Il y a eu juste une critique, mais moi c'est pas le déni qui me gêne, c'est l'agressivité. Vous aussi, oui. Franchement, merci. Merci.
Et puis on va parler d'amour avec Jacques Salomé. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Salomé. Oui. Voilà, une rediffusion d'une émission enregistrée avec Jacques Salomé.